Vous êtes à l'écoute de la Ligue des Cinémars et là, l'équipe est au complet cette semaine. Hugo est de retour à l'émission. Bonjour. Après une longue absence d'au moins un mois, je pense. Un mois, voilà. On n'a pas vu le temps passer, ça passe tellement vite. Bref, l'équipe est réunie et on va parler d'un gros film cette semaine. C'est pour ça qu'elle a été réunie. Un chef-d'œuvre, comme dirait Jess Anctil. Holmes et Watson, un dernier film en date de Will Ferrell à ma connaissance, le grand acteur comique de notre époque. On viendra quelques instants là-dessus, mais d'abord on va parler du retour de Batman, on va parler d'un crossover inattendu, et on parle aussi du nouveau Pixar. Puis un petit commentaire de Max aussi. Ouais, je vais commencer Downer en maudit. Je vous ai pas mis au courant, mais je vais vous l'annoncer à vous autres aussi. Une nouvelle qui m'a vraiment fait de la peine. Ouais, le podcast On n'a pas honte que j'écoute depuis longtemps, qui ont arrêté après 10 ans là, tu sais, c'est vraiment une bonne run. Puis tu sais, c'est un podcast que j'ai écouté pendant comme 6 ans, tous les semaines, parce que les gars étaient vraiment réguliers. Puis c'était des gars vraiment passionnés. Malheureusement, il y a un monsieur qui s'appelle Claude La Liberté qui s'est enlevé la vie la semaine dernière, laissant en deuil sa famille et toute l'équipe de On n'a pas honte. Et je tenais à le mentionner parce que ça m'a beaucoup touché, vu que c'est comme du monde que tu écoutes à tous les semaines, tu sais, que tu t'attaches à ce qu'ils font. Puis j'étais vraiment un gars très très passionné, je le connais pas personnellement, on s'est jamais parlé, mais il faisait partie de mon quotidien, puis ça m'a fait un petit pincement au cœur. Puis je voulais juste comme le mentionner par pensée à l'équipe et à la famille. Non, c'est vraiment bien, c'est quand on est proche de personnes comme ça, tu sais, quand on suit des projets, des célébrités, des gens qui sont une des figures emblématiques pour nous, ça vient qu'il y a un attachement là. Je veux dire, il y a pas longtemps, la voix de Doug de Back to the Future, qui savait Joker est mort, qui est un doubleur français, et ça paraît pas, mais il a laissé une marque assez présente dans l'univers imaginaire. Oui. Et c'est venu me chercher quand j'ai vu la nouvelle, là, j'ai été sous le choc là. Ouais, c'est moi qui t'en annonce ouais. En plus. Je pensais que tu le savais. Non, c'est ça, et c'est venu me chercher, mais écoute, c'est des choses qui arrivent malheureusement, mais... Ouais, ben j'ai une petite pensée, parce que ça m'a fait... c'est correct, écoute. Ça m'a fait sincèrement de la peine, puis si vous avez besoin d'aide, là, allez chercher de l'aide. Ouais. S'il vous plaît. Max est là. Non, pas à moi, j'aime pas le monde. Ouais, voilà. Bref, on va tout de suite aller dans les chroniques sans plus attendre. Les chroniques. On est de retour dans les chroniques et on commence toujours parce qu'on a vu et écouté, et là on a quand même pas mal de stock, donc on va faire de l'accélérer un peu là-dessus. Et je laisse la parole à Hugo. Alors Hugo, qu'est-ce que tu as vu? Depuis ma dernière visite, ça fait quand même un mois, j'ai eu le temps de finir Fugueuse. Ah, la série québécoise. La fameuse série québécoise dont la deuxième saison est annoncée pour l'hiver prochain. Oui. J'ai fini, j'ai regardé. T'as aimé ça? C'est super bon. Écoute, ok, la fin est un peu accélérée, un peu comme Game of Thrones, mais c'est bon. C'est une série que je dirais à regarder et à voir absolument. J'enchaîne tout de suite avec 13 raisons. 13 raisons. Pourquoi? 13 Reasons Why. 13 raisons en français. C'est le jeu de mots. 13 raisons. Saison 1 ou 2? Saison 1, j'ai recommencé avec une amie, on la regarde, puis donc c'est ça, on la regarde, puis j'ai recommencé la série John Wick, que j'ai été voir avec mon frère. Le troisième, le troisième que vous avez critiqué la semaine passée. Good. Et avec la même amie que je parlais, j'ai écouté dernièrement Ouija et Ouija, l'origine du mal. Donc le 1 et le 2. Les deux films que j'ai trouvé quand même bien, mais surtout le premier, le deuxième un peu moins. J'avais bien aimé le premier, Ouija. Moi qui n'ai pas très fan de films d'horreur. C'est pas pire. Là. Mais c'est plus un film d'horreur ado, fait que ça passe mieux comme film. C'est soft horror. Un peu comme Vérité ou Conséquences l'année passée. Exactement. Bref. Un peu comme le nombre 23 aussi. Oui, ben c'est quand même plus sombre ça. J'ai été un peu marqué par ce film-là. Bref, je laisse la parole à Max. Ouais, moi j'ai du stock en masse. Ouais, je suis content. Il y en a que je vais passer comme vraiment rapidement. T'as des chefs-d'œuvre dans ta liste là? Je vais commencer vraiment par le pire là. J'ai écouté... je sais pas pourquoi j'ai écouté ça en fait. Tu dois être sous. C'était pendant la tournade à la chute en plus. J'ai écouté Evan Hamilton, ou Evan le Tout-Puissant en français, la suite de Bruce Hamilton, qui est un des meilleurs films de Jim Carrey selon sa carrière. Et ouais, non, je suis sérieux. Ouais, Bruce le Tout-Puissant, c'est un des meilleurs films de Jim Carrey. Mais là t'as écouté... Ouais, mais ça, c'est la suite, mais sans Jim Carrey. C'est ça. C'est pour ça que j'ai... Ok, bref, c'est ça, j'ai écouté la suite où que dans le fond, Baxter, qui s'appelle, doit devenir comme un peu un Moïse et créer son bateau.
C'est pas bon, hein? C'était pas bon dans le temps, mais je m'en rappelais pas. Puis quand je l'ai revu, j'ai fait ah, tabarnak! C'est pas la meilleure des suites, mettons. Puis ça, les premiers grands rôles à Steve Carell. Ouais. Puis pour vrai, le pauvre Steve, là, clairement qu'il fait son possible pour que ça donne de quoi, mais c'est un film qui se tient pas du tout. Mais il faut dire que le film, c'était de la merde parce que Jim Carrey a refusé de faire la suite. Fait que c'était compliqué, puis on a décidé de revoir le scénario complet. Ouais. Ils ont juste gardé Morgan Freeman qui revient en Dieu. Ouais, puis Steve Carell, dans le fond. Ouais, Il y Steve avait Carell. un petit rôle dans le... Il y a un petit rôle dans le premier. Mais ouais, ils ont retravaillé avec son personnage, tout ça, puis mais ça prend moins qu'avec Jim Carrey. Jim Carrey l'avait beaucoup mieux. Ouais, à éviter pour vrai, c'est pas bien bon. Sinon, ça tombe que le deuxième sort ce week-end, j'ai écouté, parce qu'il était sur Netflix, j'ai écouté The Secret Pet of Life. Ouais, la vie secrète des animaux, hein. Exact, le film d'animation avec les animaux qui The vivent au foyer. Secret Life of Pet, pas The Secret Pet of Life. Pardon! Mais moi, on a compris. C'est bon, continue Max. Et non, Hugo. J'ai encore bien ri pour vrai. Le film, ça faisait comme 2 ans que je l'avais pas vu. Je trouve ça encore aussi bon, c'est bien rythmé, les personnages sont drôles puis attachants. Puis j'ai passé un bon moment. J'étais comme content de le revoir, ce film-là. Je sais qu'il y a un gros buzz autour de ce film-là. Ben, la bande-annonce était très très vendeur, dont le caniche qui écoute du System of a Down, là, puis je me rappelle, je travaillais chez Sears à l'époque, puis on a reçu plein de jouets de cette affaire-là, puis c'était tombé en rupture de stock de même, puis tout le monde nous en demandait. On avait toute la collection des animaux, des toutous, toute l'affaire, tout avait parti, les gens en réclamaient, en cherchaient partout, il y avait comme une folie autour de ce film-là. C'était vraiment une belle surprise comme film. Quand c'est sorti, j'ai pas eu la chance encore d'écouter, j'écoute pas beaucoup de films d'animation, mais je sais qu'il faut que je le vois celui-là. Sinon, j'ai écouté Austin Power International Man of Mystery. Lui aussi, il vient d'arriver sur Netflix. C'est le premier Austin Power, non le 2, non le 3. C'est vraiment le premier. Mon Dieu, qu'il y a des jokes qui passeraient plus aujourd'hui. Mais c'est le genre de film que tu peux plus voir maintenant. Il y a une joke, il y a un caméo de Will Ferrell déguisé en arabe. En arabe avec du maquillage pour la teigne de sa peau. Oui. Mais tu sais, c'est un super bon sketch, puis le gag est bon parce qu'il tombe comme dans le feu. Puis il n'y a pas de crier de douleur, là, tu sais. Mais mon Dieu, que ça... Hey, oh boy, c'est limite du blackface, là. Fait que Puis il y a Austin Power, il harcèle vraiment sexuellement sa Actrice, ouais. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle comme film, là. J'ai trouvé ça super bon, mais... C'est que des fois, j'étais comme... Oh, c'est que ça, tu peux plus faire ça. Ouais. Mais je pensais quand même, s'il fallait qu'il y ait une suite à ce film-là, un 4e, en fait... Je me disais à quel point que Austin Power faudrait qu'il s'adapte maintenant. Tu sais, je sais pas si ça va être possible. Ouais, je pense que oui, moi. Mais je pense qu'il faudrait que lui, il ramasse comme... Il frappe la réalité que les femmes, tu sais, c'est pas des objets sexuels, hein. Je pense que je vous l'apprends à personne, là. Puis je pense qu'il y aurait de quoi à faire de ça, mais c'est touché, là. Je sais que l'acteur avait déjà dit qu'il était pas contre de faire une suite, là. Ouais, il y a même le film était déjà rentré en production une fois, puis finalement, on ne s'est jamais sorti. Bref, j'ai vraiment aimé ça. Mode de savoir. J'ai écouté le premier épisode de Doom Patrol parce qu'un de mes amis m'a forcé à l'écouter. Marsan. Ouais. Et je l'ai écouté. J'étais content de voir Brendan Fraser, honnêtement. Là, moi j'aime beaucoup Brendan Fraser. Ouais, moi aussi. Puis je trouve que c'est une chance que lui il est là. Mais c'est que j'ai pas embarqué. Là. Je trouve ça... Là, mon Dieu, je m'attachais pas au personnage à part celui de justement. Il y a une drôle. La réalisation est bizarre, puis je trouve vraiment que. On dirait que la série, c'est pas si ça se veut humoristique ou sarcastique ou sombre. Fait qu'elle essaie comme plein niveau on dirait qu'elle est pas capable de. T'as pas besoin de te catégoriser pour devenir un œuf en part entière. Mais je trouve que la série, en tout cas, j'ai pas vu les autres épisodes, mais le premier épisode, elle cherche vraiment beaucoup. Puis si tu me pognes pas au début, tu me pognes pas du tout. Moi, comme je dis pour les séries TV, généralement, je me laisse 2-3 épisodes avant de juger une série, parce que des fois, souvent le premier c'est l'épisode pilote, puis il est pas nécessairement représentatif de... C'est vrai. Il y a des séries que ça m'a pris même jusqu'à 5 épisodes avant d'embarquer, puis j'ai pas regretté par la suite, là. Mais je t'oblige pas à le faire non plus, là, mais... Non, mais il aurait fallu que je m'attache au personnage dès le début, puis c'est pas arrivé. Fait que, à part Brendan Fraser... Ben ça, moi je m'attachais principalement à lui au début, puis après, ben j'ai suivi avec le reste, là. Je savais pas à quel point Brendan Fraser avait... Ouais, hein? Sacrement, il a vraiment changé physiquement. Il est plus en forme, là. Oh non, Chris, non, oh boy, non. Brendan Fraser qui jouait dans la... Le gars avec le SPAC, là. Tu sais, il y avait le SPAC, là. Maintenant, il y a une 24, là. La gueule carrée, là. C'est impressionnant, pour elle. Mais il est solide comme acteur, pareil, genre, tu sais. Il en a pas perdu. Non. Il en a pas perdu, moi je suis content de le revoir. C'est un acteur que j'aimais beaucoup. Je suis désolé, je l'aime avec ma gorge, j'ai mal à la gorge. Sinon, pour finir, j'ai écouté une émission qui fait sensation en ce moment, Tchernobyl, qui est la série, une nouvelle mini-série d'HBO de 5 épisodes. J'en ai écouté 3 sur 5. Je vais sûrement continuer à soir et demain pour finir la série.
Écoute, c'est hallucinant. C'est excellent, là, de bout en bout. Tout est bon dans cette série-là. C'est très bien écrit. Il y a un travail, il y a une affaire de réalisation qui m'impressionne là-dedans. C'est que il y a la radiation dans la série. Tu peux pas la voir, on est d'accord. Mais tu la ressens tout le long. Tu sens que chaque décor, il y a de la radiation. Puis que c'est super toxique partout. Puis à chaque fois, t'es comme super impressionné. Puis pour résumer un peu la série, pour ceux qui connaissent vraiment pas du tout c'est quoi, c'est un cœur nucléaire qui a explosé en plein Tchernobyl en 1986. En même temps on enquête sur qu'est-ce qui s'est passé, mais on voit aussi la ville qui se fait évacuer, les conséquences de ça, le monde qui ont souffert, le monde qui sont morts du cancer, ou qui ont été intoxiqués, ou qui ont perdu leurs cheveux, ou qui... beaucoup de conséquences de ça. Puis c'est à quel point il y a une phrase qui est saisissante dans la série, c'est qu'à un moment donné, le gars dit comment on règle ça, un cœur nucléaire qui explose. Ben le gars dit on sait pas, c'est jamais arrivé sur Terre. La Terre a jamais vécu ça de toute son existence. À l'époque, c'était considéré une crise mondiale quand c'est arrivé. Ah oui, parce que ça contamine une partie de l'eau, une forêt est complètement dévastée. Ce que j'ai lu par après, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que la forêt est en train de reprendre le dessus vraiment sur ça. Il y a des nouvelles sortes d'espèces qui se sont créées avec des couleurs spéciales et tout. Ça a l'air que actuellement la toxicité sur le long terme est beaucoup moins pire en laissant aller tout ça que si les êtres humains normalement vivraient. Fait que tu sais, ça donne un contexte à quel point que l'homme est détruit tout ce qui est sur son passage. Compléter ce que tu disais, il y a quelques années de ça, en fait, je sais pas si c'est fini, ils ont installé un dôme sur il y a quelques années sur la centrale pour accélérer la perte de radiation de la zone. Ça a été un long travail de création. Il y avait un épisode spécial de découverte, une émission québécoise qui en parlait. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est pas évident de gérer les radiations. C'est quelque chose qu'on a la misère à maîtriser encore. Oui, puis à un moment donné, il y a des personnages qui se ramassent sur un toit pour regarder comment ils vont trouver une solution. Puis il y a des choses qui se disent, puis que t'es comme oh fuck. Puis la dernière scène, puis je ne spoilerai pas, je ne dirai même pas le contexte, la dernière scène de l'épisode 2, ça donne la chair de poule. Une des meilleures séries que j'ai écoutées depuis très longtemps. Puis on la trouve où C'est HBO, donc pour l'instant, elle n'est pas sur les plateformes habituelles. Moi, je l'ai écouté sur Crackle. Crave, tu sais? Crave, qui est la plateforme canadienne de streaming. Si tu l'écoutes en français, c'est super écrit. Parce que Crave offre HBO. Ouais, j'ai super écrit. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est des alternatives, puis il y a déjà traduit en français sur Super. HBO sont rendus fort là-dessus. Oh, ouais, c'est le lendemain, c'est traduit. Des fois même le soir même. La plupart des séries maintenant, c'est cool. Parce qu'ils laissent le temps les HBO laissent le temps dans le fond que ça soit traduit bien avant. Fait que ouais, c'est tout ce que j'ai écouté. Excusez, j'avais beaucoup de stock pour une fois. Je suis content parce qu'il y a des semaines tu dis rien ou presque. Fait que cette semaine, j'ai scoré. Je suis vraiment content, sérieusement, je suis vraiment content. Je vais relancer tout de suite avec Doom Patrol. Moi j'ai terminé la série, je suis plus sûr, j'en avais pas la semaine passée. Mais je le mentionne là. Parce que ça m'a beaucoup marqué. J'écoute beaucoup de séries de super-héros qui se déroulent sur toutes les plateformes. Je les ai pas tous écoutés à l'heure actuelle parce qu'il y en a tellement. Mais Doom Patrol fait parmi de ceux qui m'ont le plus marqué ever. C'est assez tellement absurde. Autant dans son histoire que dans ses personnages que dans sa direction artistique. Ça se détache vraiment de toutes les autres séries. C'est une série que t'aimes ou t'aimes pas. Tellement que le style est vraiment unique. Pour ça que peut-être Max de la misère à embarquer, c'est le style qui est tellement particulier à cette série-là. La fin est tellement absurde à un niveau hallucinant. J'ai jamais vu ça dans une univers de super-héros. C'est fucking barrette parce que c'est pas un spoiler, on le voit dans les bandes annonces. Le méchant brise le quatrième mur tout le long. Puis c'est lui le narrateur de l'histoire. Parce que tu vois l'histoire du point de vue du méchant et non des héros. C'est ça qui est particulier. Puis à chaque épisode, il va amplifier cet effet-là. Puis à la fin, il va être tellement un niveau élevé de brisage du quatrième mur. Ça vient juste aberrant, mais c'est tellement n'importe quoi que t'es comme, ben voyons, je vais en voir plus. Puis la fin de la saison 1 finit sur une twist qui donne le goût d'en voir plus encore. Donc ils n'ont pas commencé de la saison 2. Je le souhaite. Mais ça fait partie vraiment de mon top de mes séries super-héroïques les plus marquantes que j'ai écoutées. Et à certains points à bas, Titan, parce qu'à la base, Doom Patrol, c'est un spin-off de Titan. Et pour certains points, je trouve que Doom Patrol fait mieux en termes de réalisation. Autant Titan était intéressante, mais qu'il y avait une histoire qui avait de la misère à se structurer. Autant ici, ils vont juste dans la folie, l'absurdité. Ils s'amusent tout le long. Ils développent bien les personnages. Puis ils développent beaucoup, encore une fois, l'univers de DC qui est très vaste. Il y a beaucoup de choses à apprendre de cet univers-là qui est très intéressant. Bref, une série à découvrir pour ma part. J'ai vu aussi 3 films principalement. J'ai eu une rage de films cette semaine. J'ai écouté à peu près une dizaine de films. La plupart sur Netflix.
Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une rage de films comme ça. J'en ai fait une petite sélection pour vous de ceux qui m'ont le plus marqué. D'abord, j'ai When We First Met. Tu m'as dit en anglais pour me fucker, merci Max. Ça fait plaisir, là-dessus. Qui est un film qui se trouve sur Netflix, qui peut être écouté en français et qui dans le fond, c'est un film que vous allez, particulièrement toi Max, tu vas aimer. Je l'ai vu. Ah, tu l'as vu? Oui, je l'ai même parlé au podcast. Ah, je me rappelle pas que tu avais parlé au podcast, excuse-moi. Je l'ai vu. Bon, bref, pour Hugo qui l'a pas encore vu. Ouais, dans je le pense fond, que j'ai mis dans ma... on suit l'histoire d'un gars qui, le soir d'Halloween, tombe sur la femme de sa vie. Toute la soirée, ils passent le temps ensemble, mais à la fin de la soirée, il se fait friendzoner. Puis après, pendant les 3 années qui suivent, il va rester son ami, mais il va toujours fantasmer sur le fait d'être avec elle parce qu'il pense que c'est la femme de sa vie. Je comprends. Puis, ouais, parce que c'est Alexandra Daddario, si tu sais pas c'est qui, va sur Google, puis tu vas comprendre après pourquoi, faut que tu comprennes, tu vas comprendre que tu veux faire comme lui. Ok? Amène à Scott Tower. Ouais, c'est ça. Parce que c'est une des plus belles actrices en ce moment à Hollywood. Puis dans le fond, 3 ans plus tard, par un hasard quelconque, il découvre un moyen de reculer à cette journée-là où qu'il a raté sa chance. Et il va réessayer à plusieurs reprises de corriger le tir pour réussir à l'avoir dans sa vie. Et il va faire plusieurs tentatives. Ça va être un peu un style Back to the Future dans ce style-là parce que il va essayer de corriger la réalité à chaque fois. Et ça va créer une nouvelle réalité. Et ça, il va s'amuser avec le temps avec ça, mais aussi les relations amoureuses. Il y a beaucoup de... Comment je fais ça? Beaucoup de questionnements sur les relations amoureuses, sur qui est notre âme sœur. Comment savoir si toi t'es mon âme sœur, tu comprends? Pas toi nécessairement parce que je suis pas gay, mais tu comprends ce que je veux dire. Et j'ai... Mais moi, go. voilà, ensemble c'est l'amour fou. Mais j'ai beaucoup aimé ce film-là. J'ai aimé les 2 acteurs principaux. L'acteur principal que je connais pas vraiment, que je connais pas beaucoup. J'ai vu quelques films de lui, puis à chaque fois j'ai toujours été marqué par ses rôles parce qu'il fait des rôles très comiques. Il a fait de l'affaire avec les 3 gars dans l'hôtel là. Oui, oui, ça je l'avais bien aimé. Il joue aussi dans Pitch Perfect, il fait un personnage secondaire dans Pitch Perfect. Ouais, il joue dans une comédie avec Zac Efron, c'était comme des garçons d'honneur, je m'en rappelle plus c'était quoi. Ah oui, je pense. Oui, je l'ai pas vu ça, mais oui. Non, en plus ça a l'air que c'était pas bon. Ouais, puis bref, puis Alexandra Daddario, que je trouve cette actrice-là, Max est d'accord avec moi. J'ai vu pas beaucoup d'œuvres d'elle, par contre, je sais qu'elle a été très connue pour True Detective. Récemment, elle a fait Baywatch. Ouais, dans True Detective. Je sais. Je sais pas si t'as vu sa scène là. Oui, j'ai vu sa scène. Récemment, elle a fait Baywatch, qui a été un flop, mais qui l'a permis quand même de la faire connaître. Puis elle a aussi joué dans les 2 Percy Jackson, c'est là que je l'avais connue moi à la base. Elle faisait le rôle de l'actrice principale du film. Mais bref, c'est une actrice qui est vraiment en vogue en ce moment, qu'on voit de plus en plus en plein de projets. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne actrice que j'aime beaucoup suivre. Elle est vraiment intéressante. Et ce film-là, j'ai trouvé vraiment intéressant. Je continue avec les vraies mémoires d'un assassin international. The True Memoirs of the International. Oui, avec... c'est Kevin James, ça? Ouais, ça. Avec Kevin James, qui est un acteur à la base que je trippe pas, honnêtement. C'est un acteur comique qui est jamais dans tous les projets d'Adam Sandler, parce que c'est un des meilleurs amis d'Adam Sandler. Exemple, dans le film Pixel, c'était lui le président des États-Unis. C'est même dans un film d'Adam Sandler qui peut être président, parce que c'est pas un acteur que tu verrais faire président des États-Unis. Mais ça, bon, je trippe pas trop sur lui, je le trouve pas vraiment drôle. Mais j'ai vu ce film-là, puis... Je sais pas, je trouvais vraiment accrochante, je l'ai écouté puis j'ai passé quand même un bon moment. C'est pas le gros film en soi, mais j'ai aimé le concept. Dans le fond, c'est un écrivain qui essaie d'écrire un livre pour devenir, se faire connaître, puis il décide d'écrire un livre d'espionnage, puis il appelle son livre la vraie histoire d'un assassin international. Et ça fait le buzz. Et ça commence à se vendre comme des petits pains chauds. Et les gens croient qu'il est vraiment un assassin international, et il va se faire kidnapper par des rebelles du Venezuela, qui vont lui demander d'assassiner le président, et il va se retrouver à faire son propre rôle, dans le sens de faire son personnage qui est dans son livre, il devient dans la vraie vie. Et si tu connais l'acteur, tu sais, c'est pas un The Rock, là, tu sais, il est gros, il est maladroit, il a peur, il est peureux, tu sais, mais il va battre ses peurs, tout ça, puis il va développer son personnage, sa personnalité va se développer, et il va réaliser beaucoup de choses sur la vie, et parce qu'au début, tu sais, il est pas sûr de lui, il est pas sûr si son livre va être bon, tu sais, il manque d'idées, il recherche tout ça, puis il y a une belle évolution quand même dans l'histoire. J'ai bien aimé ça. C'est pas comme je dis la grosse histoire, mais j'ai aimé, je trouvais l'histoire originale. Puis j'étais content parce que généralement les films avec cet acteur-là, ils marquent pas tant que ça. Hey, Paul Blart, là. Paul Blart, j'avais quand même bien aimé le premier, mais le deuxième, j'avais pas vraiment aimé. Le deuxième était oubliable. Le 2, je les ai pas aimé. Ouais. Mais le 1, j'ai trouvé un peu divertissant. Moi, je m'attends si on dit un film que j'aime vraiment de Kevin James, puis vraiment, c'est Hitch avec Will Smith. Ah oui, ça c'est un bon film, oui, effectivement. Un film d'amour, là. Il apprend à cruiser. Ouais. Puis, Chuck and Larry d'Adam Sandler, je l'avais pas détesté. Je l'ai pas vu, celle-là. C'est des pompiers, puis ils doivent faire croire qu'ils sont un couple gay.
Je m'en rappelle plus pour quelle raison, je pense pour avoir des assurances. Parce que bref, c'était bon pour vrai ça. Bah, en tout cas, Je l'ai pas vu ça là. Mais à la base, comme je disais, Kevin James c'est pas un acteur qui m'accroche vraiment. Mais là, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne performance, puis ça m'a donné le goût d'en voir d'autres films de lui. Je suis venu avec Set It Up, qui est contre-coup, tu m'as fucké parce que là, j'aime ça dire ça en français, mais là... Les contre-coups? Hein? Les contre-coups? Mais c'est quelque chose contre-coup, il y a deux mots là. En tout cas, c'est un film, encore une fois sur Netflix, Set It Up, qui, dans le fond, on suit, dans le fond, deux assistants de deux boss dans une... je pense que c'est à New York, je crois. Et dans le fond, on suit une fille qui est assistante d'une rédactrice en chef d'un journal, qui est jouée par Lucy Liu, qui est la rédactrice. Puis c'est Zoe Dutch qui joue l'assistante. Et de l'autre côté, on a deux acteurs que je connais fuck all. Un c'est un acteur noir qui fait un président d'une compagnie d'action, tout ça. Et son assistant, c'est un autre acteur pas connu. Et les deux assistants m'ont réalisé que, parce qu'ils aiment pas leur vie, parce qu'ils sont tout le temps en train de travailler, ils ont jamais de pause, parce que vu qu'ils sont assistants, faut que c'est disponible 24 heures sur 24 pour leur boss. Et à un moment donné, ils sont tannés de ça, fait qu'ils réalisent qu'ils peuvent s'entraider pour jumeler leurs deux boss, pour qu'ils deviennent un couple, pour avoir la paix. Alors ils vont les manipuler les deux pour qu'ils se réunissent et deviennent un couple. Mais ça va pas se passer comme prévu, il va se dérouler des choses assez loufoques. Et c'est vraiment un bon petit film, c'est pas le gros film, c'est un film que t'écoutes un dimanche après-midi pluvieux. Et je trouve ça divertissant. Et je trouve que Zoe Dutch, c'est une actrice qu'on voit de plus en plus. Et c'est qui? Le seul film que j'ai en tête, c'est Dirty Grandpa. Avec Robert De Niro et Zac Efron. Ouais. Une des deux filles principales du film, c'est Zoe Dutch. L'autre, c'est Audrey Plaza, je crois. Mais elle a pas fait de gros films à date, cette actrice-là. Mais elle commence à se faire connaître, elle a fait de plus en plus drôle. Et j'ai bien aimé d'avoir ce film-là. Je trouve que c'est une fille authentique. On voit souvent des filles blondes ou sexy dans les films. Elle montre vraiment une fille terre à terre qui a une tête sur ses épaules, son personnage a un bon développement. J'ai vraiment aimé ça. Puis l'autre assistant, ils font vraiment un bon duo ensemble. Ouais. Ça fait creepy un peu ta photo là. Ouais, il y a trop de lumière, il y a trop... ben, en tout cas, vous la googlerez. Voilà. Mais bref, j'ai aimé ce duo-là. Puis Lucy Liu, c'est l'actrice que j'aime bien beaucoup. Je l'ai redécouvert avec la série Elementary, qui est une série basée sur l'univers de Sherlock Holmes. T'as découvert Lucy Liu avec... Non, j'ai redécouvert parce que... Ah, ok, excuse, j'étais comme voyant. Parce que pendant un temps, je la voyais... Kill Bill, Charlie Angel. Parce que la dernière fois que je l'avais vue, c'était à Kill Bill. Puis après, j'ai plus rien vu d'elle. Puis quand j'ai écouté Elementary, que là, j'ai revu cette actrice-là. C'est vrai que sa carrière a comme fait... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle avait fait Charlie Angel, elle avait fait Kill Bill, puis après ça a comme tranquillement disparu. Puis là elle a fait Elementary qui a super pogné, ils sont rendus à 7 saisons. Mais c'est une actrice que j'aime beaucoup aussi à voir, Lucy Liu, je trouve qu'elle est vraiment intéressante elle aussi. Et c'est un bon petit film que j'ai dit, il y a une bonne histoire, puis ça passe le temps, moi j'ai bien aimé ça. Donc on va être des nouvelles. Parce qu'on a quand même aussi pas mal de nouvelles. Donc, dans le fond, on va commencer avec toi, Max. Ouais, j'ai deux trailers en fait. On a eu droit à un premier trailer du nouveau film de Pixar. Tant qu'à moi, à chaque fois qu'un nouveau Pixar sort, c'est un événement en soi. Ah, ben oui. Mettant en vedette Chris Pratt et Tom Holland, deux Avengers, comme de fait. On dirait que Disney... Star-Lord et Spider-Man. Ouais, dans le fond, le film se prénomme Onward. Je sais pas le nom en français, malheureusement. Mais c'est en fait deux elfes ou ogres. Plus des elfes, je pense que c'est des elfes. Des créatures magiques. Ouais, des créatures magiques qui voilà. font... dans le fond, c'est comme un monde contemporain comme nous autres, mais magique, avec des licornes, des dragons, des elfes, des... Tout ce que vous pouvez imaginer dans la fantasy, c'est comme présent. Là. Mais ancré dans notre réalité. Pas comme un Fable peut l'être. Je parle pas de jeu, là, je parle de la bande dessinée Fable. Ouais. Mais plus comme... Ça fit dans leur univers, mais ils ont des véhicules, ils ont des camions, des maisons. Puis, et dans le fond, c'est deux personnes qui vont faire de la route ensemble, qui vont apprendre à découvrir et à se connaître et à travers tout ça. Puis pour vrai, l'animation est super belle, comme tout Pixar qui se doit. Oui. Le film sort seulement l'année prochaine, par exemple, mais je pense que ça s'en est pour être un bon film de Pixar. Ça a l'air meilleur... On dirait que tu te trompes jamais, que Pixar c'est toujours signe de qualité. C'est quasi sans faute, Pixar, ils sont vraiment forts en production. C'est toujours... C'est rare qu'ils sont détrônés en termes de films à chaque année. Ah ouais. De temps en temps, DreamWorks, ils sortent une pépite d'or, mais ça arrive pas souvent. C'est leur rare concurrent, là. Mais DreamWorks serait dû pour sortir de quoi, là, c'est faire exact, oui. Ben, moi, de mémoire, depuis Kung Fu Panda, j'ai pas vu quelque chose de marquant de DreamWorks. Ah, moi j'en ai un. How to Train Your Dragon. Ah, c'est vrai, oui, t'as raison. La trilogie, elle a fini cette année. C'est vrai, t'as raison. Ça a l'air que c'est très bon. C'est vrai, je l'ai pas écouté Dragon, mais on m'a dit que c'est excellent. Ouais, je veux le voir, là, j'ai pas eu la chance, mais... Ouais, c'est vrai, j'ai oublié les Dragon, c'est vrai. Je te laisse aller avec la tienne.
Ma première nouvelle, c'est sur Jurassic World. Étant donné que ça va prendre encore un bon 2 ans avant d'avoir la suite très attendue de la nouvelle saga des Jurassic World, qui est la suite de Fallen Kingdom, le monde perdu, qui rend les fans assez divisés pour la nouvelle franchise. Il y en a qui aiment, d'autres moins. On les a déjà critiqué les 2 premiers films au podcast. C'est quand même des événements à chaque fois parce que Jurassic Park c'est une des plus grandes franchises à Hollywood. Et là, ils ont annoncé que Netflix est en train de collaborer avec les studios pour faire une série animée dans l'univers des films. Donc ça va être ancré dans l'univers des films. Ça va être, ils ont pas encore dit ça va se dérouler à quelle période à travers des films, mais ça va se dérouler pendant les films. Et on va suivre des jeunes qui vont être pris sur une île où il y a un parc. Dans le fond, ils vont vivre une expérience, ils vont être pris sur cette île-là parce que les dinosaures, comme d'habitude, vont s'échapper de leurs enclos. Ils vont devoir trouver un moyen de s'échapper de cette île-là sans mourir, évidemment. Et c'est en dessin animé, donc ce sera pas... T'as-tu vu l'animation? T'as-tu eu la chance de la voir? C'est sorti aujourd'hui, il y a un petit démo de l'animation. Non, j'ai pas vu le démo. Je l'ai vu, moi, c'est vraiment beau. C'est de l'animation, pas cheap, c'est pas du dessin. C'est de l'animation... comment je pourrais dire? C'est de l'animation 3D de qualité, là. Ok, ouais. Mettons un Final Fantasy pour avoir ça, là. Ah, ok, ouais, je vois le genre. Ok, ouais. Fait que c'est C'est qualité, là. Oh, ouais, il y a vraiment un niveau de qualité, tu sais, c'est sûr que c'est pas un Pixar, comme on disait, mais c'est vraiment beau, là. Non, c'est ça, puis je trouve ça intéressant parce que Jurassic Park c'est une saga que je trouve vraiment bonne et j'aime ça voir des dinosaures. C'est que là c'est en animé, ça va être une autre façon de voir les choses, mais ça va permettre plus de liberté sur certains aspects de l'univers. Pourquoi pas? De toute façon, c'est pas comme si ça engageait de quoi, je veux dire. Les seules restrictions, c'est qu'ils ont dit que ça se jouait dans l'univers des films. Donc est-ce que c'est parce qu'il va y avoir des personnages des films qui vont interagir avec la série? Ouais, puis ça va être Jurassic World ou Jurassic Park? Ben à date, ils parlent que ce serait plus ancré dans Jurassic World, mais en tout cas, c'est pas encore déterminé la période exacte. Là, il y a des rumeurs que les acteurs de Jurassic Park 1 apparaîtraient dans le 3e Jurassic Park. Ben il y en a déjà un qui est réapparu, qui est le docteur Ian McKellen. Non, c'est pas Ian McKellen. Non, c'est pas McKellen, c'est, voyons... Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, ouais, mais son personnage c'est Ian... Ah ouais, ouais. Fuck you. T'as raison. Mais il était paru dans le dernier, mais effectivement ils ont parlé que le reste, plusieurs membres de l'ancien casting pourraient revenir. Genre Sam Neill, Genre Sam Neill qui est une des figures emblématiques aussi de la saga qui pourrait revenir. Ce serait vraiment cool honnêtement, ça pourrait aider aussi la saga à s'améliorer. Bref, c'est une trilogie qui va s'en aller pour... À date c'est 2 films corrects. Ouais, le deuxième s'est amélioré par rapport au premier. Je suis d'accord. Il reste encore des défauts évidemment. Mais je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec le 3e parce qu'il part dans des directions qu'on n'a pas encore vues. Donc à voir, je sais, c'est ta prochaine nouvelle. Une autre bande-annonce qu'on a vu les 3, c'est un film qui a été annoncé parce que c'est un film qui appartenait à Fox que Disney redistribue. Il fait partie de son calendrier. C'est Ford versus Ferrari ou Ferrari. Voyons, j'ai de la misère. Hein? Et dans le fond, mettant peut-être Kristen Bell et Matt Damon, c'est deux gars de compétition automobile qui vont assembler une voiture ensemble et qui vont amener forcément à la séparation, d'où le V, parce que ça va finir par 2 grands compétiteurs, même si Ford aujourd'hui c'est plus considéré comme des chars de luxe. Là. Mais on va voir, c'est pas pareil, là, je veux dire, c'est pour la classe moyenne. Et dans le fond, le film a l'air vraiment, tu sais, c'est classique avec la tune de Rolling Stones, mais pour vrai, l'esthétique est vraiment intéressant. Kristen Bell, écoute, il est toujours bon. J'ai de la misère avec Matt Damon, j'ai jamais aimé Matt Damon. C'est pour ça que je pense que j'ai pas aimé le film. C'est sur Mars là. C'est sur Mars, oui. Ouais, j'ai pas aimé ça à cause de Matt Damon. C'est que sa face me revient pas. Mon Dieu que ça revient pas. Mais bref, ça va l'air bien pour vrai, je trouvais. Quelque chose à rajouter, il y a pas grand chose à rajouter. Moi j'ai beaucoup aimé l'esthétique du film. Moi j'aime ce genre de film là basé sur des histoires comme ça. Je suis pas un tripeux de Formule 1 ces affaires là, mais si c'est bien amené. En fait ça c'est sur je pense qu'ils vont faire compétition lors du 24 heures du Mans de 66. Si j'ai bien compris. Okay, je viens sur toi Hugo, parce que je suis pas un expert de Formule 1. Je me fie au... Mais j'aime bien l'esthétique, les vieux chars, on voit que c'est bien fait. Et moi c'est 2 acteurs que j'aime beaucoup, Kristen Bell est dans mes tops. Puis Matt Damon, moi j'aime beaucoup, surtout, moi je l'ai découvert avec Jason Bourne. Comme beaucoup. Et depuis, la plupart des films que j'ai vus dedans, je les ai aimés. Sauf exception, il me semble qu'il y en a un que j'avais pas aimé avec lui. Mais je sais que c'est un acteur, il fait partie des acteurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y en a comme ça que, c'est mettons Adam Sandler, c'est un autre exemple. Il y en a beaucoup qui l'aiment, il y en a beaucoup aussi qui détestent, parce qu'il y a un style d'humour assez particulier. Comme Will Ferrell. Will Ferrell aussi, il y a des acteurs comme ça que... Mais je pense que c'est moins pire Matt Damon, pareil là. Il est moins pire, mais... Matt Damon a plus de bons films que de mauvais films là. C'est pas comme Adam Sandler qui en fait à peu près 2 mauvais pour un bon là. C'est vraiment 3 pour 1. Ouais. Mais en tout cas maintenant il y a signé un contrat de Netflix qui en sort à pelleter.
il y en a un qui s'en vient, on n'en a pas parlé, mais je peux le résumer vite. C'est comme un peu comme Clou, là. C'est comme il va falloir trouver le tueur. Ouais. Je crois qu'ils s'en vont en avion quelque part. Il y a Jennifer Aniston là-dedans. Ah, Jennifer, tu fallait tellement mieux. Bref, ça va... bon, bref, j'ai pas tant lu, j'ai même pas écouté la balance. C'est correct, on en reparlera en temps et lieu. Je continue avec la prochaine nouvelle. C'est au sujet de Django. Quand on dit Django, tout le monde pense à... Ben Zorro, voyons les boys, réveillez-vous. Oui. Réveillez-vous, là, c'est évident. Là. Là, je vais vous mettre en contexte, les gens font comme, what the fuck, Zorro puis Django? Eh bien, le film Django était le film le plus rentable de Tarantino. Et c'est un bout qui parlait, qui était intéressant à faire une suite. Et il existe une suite en comique qui s'appelle Django et Zorro. Oui, c'est bien, vous avez bien compris. Avec le personnage emblématique de Zorro. Moi, je trouve que ça s'y prête bien, là. Qui est très intéressant. Parce qu'on a, dans les BD, c'est un vieux Zorro qui sort plus ou moins de sa retraite, avec Django qui vont comme aider les Mexicains à se rébeller, un truc comme ça. En tout cas, ils vont s'entraider pour libérer les esclaves et tout ça. Parce que les deux, c'est un peu le même but qu'ils recherchent. Et donc, Tarantino a parlé récemment qu'il est en train de chercher un scénariste pour la suite. Il a pas encore dit ce qu'il a réalisé, mais qu'il dans le projet, il y a des fortes chances qu'il fasse la production, qu'il soit producteur, mais c'est pas encore certain qu'il soit réalisateur parce qu'il a dit qu'il voulait pas réaliser plus que 10 films. Exact. Donc il choisit minutieusement ses projets, donc il y a des chances qu'il laisse la réalisation à quelqu'un d'autre. Tant qu'il y a un œil sur le projet, moi ça me va là. Moi ça me va, puis c'est la deuxième fois de sa carrière qu'il va accepter de faire une suite, parce que la première c'est Kill Bill. Ouais, mais Kill Bill, dans sa filmographie, est considéré comme un seul film. Ouais. Il l'a coupé en deux parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, mais là ce serait vraiment une suite. Moi je serais pas contre de revoir Django, j'avais beaucoup aimé le personnage. Moi aussi, c'est le meilleur Tarantino. Ah, j'avais adoré les deux acteurs principaux qui se relançaient. Jimmy Fox et Christopher Waltz. Ah, les deux cheveux qui fitaient tellement bien ensemble. Leonardo DiCaprio là-dedans, là, quand il pète Ah oui, la lui verre aussi. avec sa main. Puis c'est vraiment un accident, là. Ouais, c'est vraiment un accident. Je trouve ça, écoute, puis je comprends pas que DiCaprio a pas gagné un Oscar pour ce film. Ah, Écoute, il est dans mon top 3 des meilleurs films de Tarantino, je pense. Si on y va, là, vite, là. Moi, ça serait Pulp Fiction, Inglourious Bastard, puis après Django. Inglourious Bastard, J'aurais à peu près le même top là. Ah ouais? Ouais. Ah bah, je suis surpris, ok. Commando des Tout le Bastards, monde est Django, puis... différent avec des Mais Tarantino. Pulp Fiction, c'est Pulp Fiction. Là, Je le réécoute à chaque année. ça fait un bout que j'ai pas écouté, moi. Ça fait un bon ça bout. a même pas vieilli. Ah, je te Ça crois. a même pas Je vieilli. pense que ça fait plus de 2 ans que je l'ai pas vu. Faut que tu le réécoutes, t'as pas le choix. Ouais, ça fait plus de 2 ans que je l'ai pas vu. Bref, moi la question que je me demande, c'est qui ils vont prendre pour faire Zorro. Parce que la dernière personne qui l'a fait, c'est Antonio Banderas, qui a fait, je pense, 2 films de Zorro. Pour le reprendre, ils ont juste à le vieillir un petit peu. Ben, Il commence à être vieux, il commence à être vieux, il est dans la cinquantaine, je pense. Je sais pas si... je sais pas. Je reprendrais Antonio Banderas. Je serais curieux de voir s'il reprenait Antonio Banderas ou qu'il prenait un autre acteur, genre mexicain, qui pourrait faire Zorro. Je pensais à... comment ça s'appelle déjà? C'est Paul Pascal, ça s'appelle. Il joue dans le film, j'ai parlé récemment, Triple Frontière. C'est un acteur américain d'origine mexicaine, je crois, qui est dans trentaine, quarantaine. Il fait plusieurs petits films, il a joué dans Game of Thrones, entre autres. Il fait beaucoup de projets. Il est aussi l'acteur principal de la série Narcos. Je pense qu'il peut faire un bon Antonio Banderas. Pas Antonio Banderas, voyons, excusez-moi, un Zorro. Mais j'espère de base qu'ils reprennent les mêmes acteurs pour faire Django et tous les personnages qui entourent. Avec un retour de Samuel Jackson, ça pourrait être cool. Mais... Ouais, je sais pas, hein. En tout cas, le projet, moi, il m'emballe. Je m'y attendais pas et je trouve ça vraiment Je intéressant. trouve ça tellement random que c'est ça qui m'emballe. Ouais, moi aussi, exactement. Puis je vais aller voir les comics bientôt, voir si ça donne quoi de ce côté-là. Donc voilà, c'était ma nouvelle loufoque du moment et je te laisse continuer. On y va avec une nouvelle qu'on a déjà parlé, je pense que c'est la semaine passée. Oui. De 2 semaines. Ouais, c'est ça, ça fait 2 2 semaines. semaines. Officiellement, Robert Pattinson incarnera le Batman. C'est officiel, c'est Matt Reeves lui-même qui l'a dévoilé sur son propre Twitter avec 3 petits logos de Batman. Moi je suis très content, puis je considère que c'est un excellent choix, c'est un des meilleurs choix de casting, même si certains ne seront pas d'accord. J'ai lu un peu aussi par rapport au film, le film va commencer son tournage au début de l'année prochaine, genre probablement pour février, soit mars. Deuxième chose, Matt Reeves a expliqué que... il avait jamais eu l'intention d'engager vraiment Robert Pattinson. En fait, il avait été impressionné par ses prestations dans Good Life et de...
Good Life et une affaire High Life, quelque chose de même. Bref, il avait vraiment été impressionné. Puis c'est là qu'il a fait, ok, là on va prendre, on va essayer l'acteur qui joue la Beast en X-Men. Ok, ouais. La seule affaire, c'est que Warner hésitait à le prendre pour que le monde ne mélange pas Marvel et DC, pour que les spectateurs soient mêlés. Fait que tous les choix étaient vraiment alignés vers Robert Pattinson. Puis apparemment que Robert Pattinson aurait essayé un ancien costume de Batman. C'est pas pour mentionner lequel. Moi je porte à croire que c'est celui de Bale, là, mais en tout cas je peux me tromper. Mais... Je sais qu'à l'époque de Bale, il avait mis le costume de George Clooney pour le... Ah ouais? Ouais, il a mis le costume... je savais pas. Il me semble que c'est George Clooney qui avait mis comme costume pour j'ai vu l'extrait, il l'a sur YouTube de l'entrevue pour le test du rôle. Là. Puis il y avait plusieurs acteurs, il y avait comme je pense 6-7 acteurs qui étaient en liste. Ouais. Puis finalement ils ont pris lui là. Mais ouais, je me rappelle. Moi je veux savoir, le seul qui s'est pas prononcé là-dessus... Ben, je serais curieux de voir sa performance là. T'es-tu pour, t'es-tu contre? J'ai aucun... Je suis pas contre. Mais il est pas pour. T'as pas d'opinion vraiment. J'ai pas vraiment d'opinion, je suis juste curieux de voir ce que ça va donner. Puis à la limite on le critiquera, puis ce sera je pense... c'est sûr qu'on va le critiquer, c'est sûr qu'on va aller le voir. Moi je pense aussi c'est tout le casting autour qui va être important aussi. J'ai hâte de savoir de qui va être entouré aussi, Robert Pattinson. Tu sais, s'il est entouré de bons acteurs, là. De bons acteurs, il peut... je suis pas mal sûr qu'il peut aller loin, là. Je me suis posé une question, puis écoute, c'est vraiment une hypothèse. On a Joker qui s'en vient à la fin de l'année, qui est complètement à part du DC Universe. Puis je me suis demandé si ces deux films-là marchent. Ils vont-ils les mettre ensemble? Puis est-ce que Warner préparait secrètement un Batman Universe en testant seulement les autres, genre? Je sais pas, je me suis posé la question. Les autres? Ça veut dire tester, voir si ça peut fonctionner. Moi je le vois pas de même là, honnêtement là, parce que ce serait fuckant de mettre une origin story au Joker dans la version officielle de Batman, ça marcherait juste pas. Ouais, mais on sait pas de quoi va avoir l'air le nouveau Batman non plus là. On sait rien. Mais à date, ce qu'on sait, c'est que le Batman fait partie de l'univers actuel des films. Là. Ouais. C'est juste que c'est un reboot. Non, il ne fait pas partie de l'univers de DC Universe. Ben les studios avaient dit récemment que ça restait dans le DCU. Là. Ah, moi j'ai dit le contraire, complètement le contraire. Ben tu sais, DC se contredit à chaque semaine, de toute façon. Là. En tout cas, écoute, on va le voir. De toute façon, le film, on le voit pas avant juin 2021, fait qu'il va falloir être patient de toute façon. C'est comme j'ai lu cette semaine que le film Flash était annulé, mais après j'ai relu que c'était pas encore officiel qui était annulé. Moi j'ai vraiment lu qu'il faisait plus partie de l'univers, puis c'était une trilogie à part entière, mais écoute, je suis pas la vérité infuse là. De toute façon, on va en savoir plus bientôt le projet. De toute façon, l'univers n'existe plus vraiment. Là. Ben en tant que tel, oui. Parce que ça, il aurait pas fait de référence dans les derniers films, tu comprends? Ouais. Surtout Shazam, ils en font un paquet, là. C'est le film qui en fait le plus de références. C'est vrai, je sais pas. Ok, on verra bien. C'est juste Superman qui fuck le tout, là, mais... Ouais. C'est un mauvais caméo, ça. Ouais, mais bref, en tout cas, c'est sûr qu'on va avoir plus de nouvelles bientôt parce que ça va être un gros projet. Là. Dans les prochaines semaines, on va avoir sûrement le reste du casting qui va commencer à apparaître aussi. Là, parce qu'il faut que je choisisse un Alfred, un Jim Gordon, les personnages emblématiques là, de l'univers de Batman, il y en a quelques-uns. Je suis curieux de voir les acteurs parce que je finis là-dessus. Mais quand Nolan avait choisi ses acteurs pour ce film Batman, là, c'était quand même un casting à 5 étoiles. Là, je veux dire, Michael Caine en Alfred, moi j'ai... Là, on a un réalisateur probablement aussi talentueux qui s'en vient. Là, non, c'est ça, ça quelque chose de lourd. Là, sacré, ça risque d'être... Tu sais, c'est deux films de la planète des singes. Là, enlevons le concept qui peut être un peu surréel, mais c'est tellement bien fait, puis c'est tellement bien exécuté, puis c'est tellement bien réalisé que... Christ, ça me donne vraiment confiance. Il y a du talent, il y a du talent. Hypé. Parce que j'ai hâte d'avoir plus de nouvelles sur ce film-là, honnêtement. Moi aussi. Fait que je te laisse avec ta dernière. Oui, c'est une nouvelle qui m'a surpris, mais je trouve ça intéressant. Je suis curieux de voir ce que ça pourrait donner. C'est Netflix a annoncé, Netflix annonce plein de projets par-ci par-là. J'imagine qu'ils se préparent à encaisser le choc de Disney+, qui s'en vient. Et dans le fond, ils ont annoncé une nouvelle série en partenariat avec la franchise de Magic de Gathering, ou le jeu de cartes Magic, tout simplement, qui est le plus gros jeu de cartes au monde. Littéralement, des millions de personnes qui jouent à ça. Puis c'est un des plus anciens aussi, je pense que c'est même le plus ancien. Et moi j'y joue, je suis un grand amateur de l'univers de Magic. J'adore l'univers de Magic. Et c'est vraiment une surprise en plus. Ouais, c'est vraiment une surprise. Et ils ont annoncé que les frères Rousseau, ceux qui ont réalisé Dernier Avenger entre autres, ils sont sur le projet, ils vont réaliser une série animée dans l'univers de... Mais ils vont le produire. Ils vont le produire, voilà. Ils vont le produire puis ils vont le scénariser. Parce que c'est des fans finis aussi de la franchise Magic. Ils jouent le cartes depuis qu'ils sont très jeunes, tout ça. L'univers est très énorme en termes d'histoire, dans le sens que
depuis qu'il existe le jeu, ça fait peut-être 20-30 ans qu'il existe, il y a eu beaucoup d'histoires qui sont créées autour pour les cartes, il y a beaucoup de personnages emblématiques, il y a beaucoup de créatures, toutes les créatures fantasy que vous pouvez imaginer, ils existent dans cet univers-là. Donc il y a beaucoup de choses possibles avec ça, les dragons, les hydres, les griffons, les elfes, les nains, tout ça. Ça existe ce moment-là, fait qu'il y a un million de possibilités. La question c'est où vous allez avec ça. Est-ce qu'à date les premières idées c'est qu'on va suivre un groupe d'héros qui vont devoir empêcher une apocalypse dans un univers fantasy, sûrement les rois typiques d'un univers de ce genre-là, genre un mage, un guerrier, tout ça. Ça va être animé. J'ai vraiment hâte d'en voir plus parce que comme je dis c'est un univers qui offre mille une possibilités. Et donc moi je suis emballé par le projet, surtout avec les frères Rousseau aux commandes. Ça va donner quelque chose de bon parce que les frères Rousseau sont vraiment excellents dans ce qu'ils font. Donc vivement d'en voir plus. On va aller dans une box-office sans plus attendre. Alors allons-y. Bienvenue dans les chroniques box-office de Max. On est du côté box-office et ça c'est la partie de Max. Alors Max, je te laisse la parole. Fait que mesdames et messieurs, on va y aller avec les prédictions qu'on a eues la semaine dernière. On a eu Godzilla 2. Et là là. Ouais. On a eu Godzilla 2, King of Monsters qui est sorti et qui a été complètement démoli par la critique. On n'avait pas eu encore la chance d'avoir les reviews à notre défense. Ouais. On s'y attendait, mais c'est une légère déception par rapport au premier film. Moi j'ai été avec un 65 millions, trouvant que j'allais quand même relativement bas. Je pense que c'était 20 millions de moins que le premier. Toi Mathieu, t'étais ultra confiant. Tu as dit qu'il allait faire 55 millions, encore plus bas que moi, fait qu'on parle de 10 millions. Price Right, c'est toi qui gagnerait. Parce que Hugo a sniffé de... positif. Ouais, il a sniffé de la colle cette fin de semaine-là. Hugo a dit 100 millions de dollars, soit comme 20 millions de plus que le premier, qui avait eu des meilleures critiques puis qui avait Bryan Cranston au casting. Le dernier, il avait pas fait 95 ou 85 millions? Non, c'était quelque chose comme... Ben, faudrait vérifier, mais ça c'était 80. Ben écoute, ça se peut. Hein? Je suis humain, je me trompe. Il fait partie du même univers de Kong aussi, il faut préciser. Ouais, j'imagine qu'il doit teaser vraiment le King versus Godzilla. Fait que le film a fait 47 millions. Ce qui est... Je suis surpris. Ouais, moi aussi. Le public aime énormément le film, là. Sur Rotten Tomatoes, il y a vraiment des bonnes reviews, mais sur le critique, il drop tout le temps. Me semble, la dernière fois que je suis allé voir, il était à 39. Ah, les Godzilla c'est le même là, je veux dire, c'est un personnage emblématique que les gens aiment beaucoup. Ça d'habitude j'aurais coupé mais c'est pas grave. Mais non, je suis quand même surpris qu'il ait fait si peu parce que c'est quand même un événement là, mais sûrement qu'à l'international doit faire plus parce que je sais que c'est des franchises qui viennent de l'Asie puis que là-bas c'est comme le phénomène. Ouais, je sais pas c'est à quel point le marché asiatique aime nos Godzilla nous autres, en tout cas. On verra bien, mais comme je disais, ça fait partie de l'univers. Il y a d'autres films de prévus, est-ce que ça va continuer ou ils vont arrêter? On verra bien à la fin du résultat. Mais c'est sûr que Kong vs Godzilla s'en vient, puis à la limite c'est lui qui va closer la phase 1. Genre. Je sais même pas quel monstre qu'ils vont rajouter après. Je connais pas assez, moi. Moi non plus je connais vraiment pas cet univers-là. Sinon, Rocketman, avec le film basé sur la vie de Elton John, mettant en vedette de Taron Egerton, que j'aime beaucoup, a finalement sorti avec des énormes bonnes critiques. Les premières qui avaient sorti étaient mitigées, puis finalement le film a monté. La dernière fois que j'ai regardé, il était à 90 sur Rotten Tomatoes, ce qui est excellent. Le film, moi j'avais prédit à 32 millions, ce qui est modeste, mais ce qui reste quand même un biopic, mais c'est un film qui peut faire 32 millions à chaque semaine pendant comme 1-2 mois. C'est comme ça qu'il se fait son cash. Bohemian Rhapsody étant la preuve. Fait que moi j'ai dit 32 millions, toi Mathieu 45 millions. T'aurais pu avoir raison. Pour vrai là... Je suis assez confiant pour ce film-là, moi. Et Hugo, ben là, Hugo, c'est fait d'école le même week-end. J'ai compris la colle, Hugo. Il s'attendait que ce soit un hit comme un Avengers, fait que 65 millions pour Hugo. Ouais. Le film a rapporté 25 millions, soit 40 millions de moins que Hugo penserait que le film ferait. Mais c'est très très bien pour un film mais c'est Max qui aurait gagné The Price is Right. Oui, à celui-là, c'est moi qui aurais gagné. Yes, sir! Ouais. Fait que on y va maintenant pour les films de la semaine prochaine. On a droit à 2 gros films, mais 2 films qui vont amener un public différent, je pense qu'on est tous d'accord. On va y aller par le moins gros film, puis probablement le meilleur des deux. The Secret Life of Pets 2, j'ai bien dit là, Hugo? Ouais, c'est la bon ordre. Ouais. Fait qu'on t'avait vérifié, le film a fait comme 108 millions son premier week-end, ce qui est excellent. Les premières critiques du film sont
relativement bien, mais sans être non plus être un exploit monumental. Là, on parle pas C'est le risque d'une suite aussi, là. Ouais, mais je pense que l'effet de surprise est plus là. Mais tu sais, il y a eu quand même pas loin, je pense que le film est sorti en 2016, fait qu'il y a quasiment 3 ans, ou même peut-être 2015, fait qu'il y a quasiment 4 ans d'attente. Fait que, tu sais, il y a quand même le temps d'avoir hâte de revoir les personnages, mais en même temps, quand tu manques le momentum, des fois, c'est ça qui arrive. Fait que moi, je prédis un énorme 85 millions de dollars, ce qui serait très bien, parce qu'il n'y a aucun film familial actuellement au cinéma. Sinon, non, t'as raison, ouais. Fait que je vois aucune raison pourquoi que ça marcherait pas. À part Aladdin. Ouais, à part Aladdin, mais généralement le monde l'ont vu parce que ça, le film va être à sa 3e semaine. Ceux qui voulaient le voir l'ont vu. Comme Avengers, qui est un film aussi je peux considérer familial, que tout le monde a vu. Fait que go, Matt, je te laisse aller avec ta production. Oui, j'étais un peu plus positif pour ce film-là. Je vois 95 millions pour ce film-là. J'ai pas vu le premier, mais j'en parlais tantôt. Le premier a fait un buzz quand c'était sorti. Mais là, t'as Netflix, tu pourrais l'écouter. Ouais, effectivement, les deux sont sur... Le premier est sur Netflix, ça que t'as dit, hein? Oui. Ouais. Ok, ben je vais sûrement l'écouter cette semaine, probablement. De temps en temps, comme je dis, j'écoute des films d'animation, j'en écoute pas beaucoup, mais C'est j'ai bon. sélectionne, tu sais, j'ai Ça sélectionne. va avoir passé un bon moment. Là. Ouais, il y a ça, puis Dragon aussi, faut que je me mette à écouter, là. T'en as jamais vu aucun dragon? Ah, J'avais ouais. commencé le premier à la TV, je pense à TVA, puis je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai pas fini, Je l'ai là. pas fini, ouais. Ça, je pense que ça, tu vas encore vraiment plus aimer ça. Parce que comme le personnage évolue à chaque film, là, il devient un homme, là, au fur et à mesure, je pense que tu vas aimer ça pour elle. Oui, même chose pour le dragon, il évolue de film en film. Ouais, c'est ça, c'est vraiment bien écrit, puis ce que j'aime vraiment de Dragon, c'est que pour un film d'animation, on aborde des sujets comme la mort, puis Ouais. c'est vraiment... mais c'est bien amené, pour vrai, il y a vraiment un beau travail d'écriture dans Dragon, c'est vraiment une belle trilogie familiale. Je sais pas à quel point le film va avoir son succès, mais il le mérite en tout cas. Ouais, effectivement. Et Hugo, tout a prédit. Je suis encore tout aussi plus optimiste que Matt. Beaucoup de colle. Je pense que je signe beaucoup trop de colle ces temps-ci. Je prédis encore un 100 millions pour La vie secrète des animaux 2. Parfait. Et prochain film, Max? Le grand chef-d'œuvre, le dernier Que t'attends avec de impatience. Fox, qui est distribué par Disney, qu'on a eu le droit à commencer à avoir de la promo, à avoir des extraits à gauche puis à droite. Il y a 2 ans de ça. Ouais, c'est quoi, fait 2 ans que le film est repoussé. Moi, c'est pour ça que... En tout cas, X-Men Dark Phoenix, mettant pour la dernière fois l'univers des X-Men comme on connaît. Encore avec la gang de James McAvoy et Michael Fassbender. Écoute, les critiques sont pas sorties encore. Les critiques, j'ai lu qu'ils sortiraient demain. Fait qu'on y va vraiment au jugement. Je serais pas sûr, je peux me tromper. Si les critiques sont vraiment élogieuses, la note pourrait vraiment monter. Le montant pourrait monter, mais d'après moi, j'ai un mauvais feeling. Surtout quand tu repousses un film 2 ans. Là. C'est qu'il y a quelque chose. Là. Puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de reshoots. Bref, je sens pas non plus qu'il y a un buzz vraiment. Tout le monde sait qu'ils s'en vont chez Disney, fait qu'on dirait qu'il y a comme pas intérêt à aller le voir. Sachant que ce film-là est pas non plus une conclusion, mais qu'il n'y aura pas de suite. Qui cause problème, tant qu'à moi, c'est un cri poco. Puis je sais pas, il y a quelque chose dans ce film-là qui me semble vraiment semblable comme tous les autres films d'X-Men qu'on a eu les 4-5 derniers avant. Fait que pour moi, je vais vraiment bas, je vais vraiment être 32 millions pour un premier week-end. Je vais sûrement me planter, puis il va sûrement faire plus, mais c'est mon feeling. Fait que je te laisse aller, Mathieu. Ouais, je suis un peu plus optimiste. La franchise X-Men est quand même très populaire. Le dernier a divisé les fans, Apocalypse. Il y a quand même un buzz autour de ce film-là, même s'il a divisé les fans. Je l'avais quand même bien apprécié. Il m'avait quand même surpris pour plusieurs aspects. Mais il faut dire qu'à un moment donné, c'est sûr, c'est une des franchises les plus étirées qu'on fait à date. Ils ont réussi à se renouveler à certains moments, mais il y a des moments que c'est pas tous les films qui sont égaux dans cette franchise-là, faut le dire. Mais j'ai quand même un bon espoir sur la bande-annonce, m'a quand même donné le goût de le voir. Je trouve quand même que l'actrice principale, qui est Sophie Turner, qui est une des actrices principales de Game of Thrones d'ailleurs, joue la nouvelle Jean Grey plus jeune. Et C'est plus Jennifer Lawrence? Jennifer Lawrence, c'est Mystique. La fille en bleu. Ah bah oui, je me suis trompé. Pas de problème, je suis là pour ça. Et donc c'est une actrice que j'aime bien. Et je trouve qu'elle avait bien dans les films en Phoenix. Et même si à la fin du dernier film c'est un peu what the fuck, je suis curieux de voir si elle va faire aussi bien que l'ancienne actrice qu'il faisait à l'époque de la trilogie originale, que je trouvais qu'elle était une excellente Jean Grey dans la trilogie originale. Si on oublie le troisième film de la première trilogie. C'est une catastrophe. À tous les points, il y a un défaut, il y a un défaut, il y a un défaut. Ouais, puis des fois c'est même au niveau de la réalisation. Il y a des scènes qui ils vont pas ensemble, genre. En tout cas, je l'ai écouté il y a pas si longtemps, puis j'étais comme... Ok, c'est très savoir. Ah ouais. En plus, c'est censé être la conclusion.
Ouais, bref, tout ça pour dire que je vais avec 55 millions. Et toi, Hugo? Ben moi je pense que j'ai sniffé un bon cru, c'est une bonne colle. 95! 70 millions moi que je prédis pour X-Men. Fait que encore plus généreux que Matt encore. Fait que on verra ce que ça va donner. Je suis vraiment curieux de voir le résultat de celle-là. Ouais, lui il m'intrigue parce que j'ai l'impression qu'on... Il y en a un de nous autres qui va sourire. Il y a Je des peux pas chances. dire encore. On va le savoir très bientôt, très bientôt. Alors c'est déjà tout pour Box Office. On enchaîne dans une zone cinéma cette semaine, de retour de cette fameuse zone pour Hugo. Alors allons-y sans plus attendre. Voici la zone cinéma. On est dans la zone cinéma, nouvel retour de cette zone pour un événement que Hugo va nous parler ici. Alors je laisse parler Hugo. Oui, alors dimanche dernier, tu vois, on était quoi dimanche? On était le 3 juin. Genre... 2 juin. 2 juin, pardon. Donc on a eu le gala Québec Cinéma ici au Québec. Oui. L'équivalent des Oscars, des Golden Globe. des Golden Globes, ou en France ils ont Les les Césars. Césars, et au Canada on a les Juno. Et voilà. Voilà, donc dans la catégorie meilleur film, le gagnant a été à 1991. Quelqu'un l'a vu ici? Je l'ai vu. Ah, ouais. J'ai vu le Tu es premier. d'accord avec le gagnant? Attends, je regarde les autres. Ben, il y avait la Bolduc en... Qui aurait pu être bon. Qui aurait pu être bon. Mais j'ai écouté le premier puis c'est vrai c'est une bonne franchise C'est de une bonne film là. Les franchise. deux premiers, je les ai vus, puis c'est vraiment... Le deux encore plus, je pense que j'ai ri en... J'aimais beaucoup la narration moi de l'histoire, c'était vraiment bien. Il faut que j'écoute le troisième. Là. Oui, j'enchaîne avec meilleure réalisation, Oui, qui va à Ricardo Troggi. Pour Évidemment. 1991. oui. Et je regarde les autres en nomination, puis c'est pas mal ça qui aurait gagné. Pour le meilleur scénario, alors le gagnant est Guillaume Corbeil et Yann Giroux pour À tous ceux qui ne me lisent pas. Un petit film indépendant qui a passé sous les radars. Et c'est pas mal tout. Il y avait en nomination entre autres Ricardo Troggi pour Évidemment. 1991. J'imagine qu'il y a aussi la Bolduc là-dedans. Non, j'ai pas vu la Bolduc Ouais. en regardant vite fait. Vas-y, continue. Meilleure interprétation féminine, premier rôle. Matt, je te laisse deviner. Ben c'est elle qui fait la Bolduc là. Exactement. Debbie Lynch White qui fait Mary Je Travers, savais pas son aka nom. la Bolduc. J'enchaîne avec... Qui avait fait une excellente performance, je tiens à le préciser. Oui, là. oui, oui, effectivement. J'étais je vraiment, l'avais vu, épaté. puis, très impressionnante, puis elle a fait des petits spectacles par après en lien avec la Bolduc. Meilleure interprétation masculine. Jean-Carl Boucher pour son rôle de Ricardo Troggi dans 1991. Ah, même pas. Il était en nomination, excusez, mais c'est Martin Dubreuil pour son rôle de Yves Boisvert dans À tous ceux qui ne me lisent pas. Bref, Je suis quand même surpris, mais je ouais. suis surpris, mais un autre petit film indépendant qui a gagné. Meilleure interprétation féminine, rôle de soutien. La gagnante est Sandrine Bisson, qui joue le rôle de Claudette dans 1991. Ah, ok, ouais, la c'est mère. Qui est la mère. Elle est drôle, elle. Elle est toute- Elle est bon, drôle, Elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. J'ai pas vu le troisième, mais je suis sûr qu'elle est aussi bonne dans celui-là. Et je regarde les autres et oui, c'est pas mal son meilleur rôle. C'est le meilleur qui aurait pu gagner. Meilleure interprétation masculine, rôle de soutien. Le gagnant est Robin Aubert pour son rôle de Henri dans Une colonie. Il y avait... Ah, une colonie, on m'a dit que c'est un film à voir. Oui. Et il y Ouais, avait la entre autres jeune actrice qui jouait dans les Beaux Malaises, qui joue là-dedans. La petite blonde, là. Oui, oui, je sais de quel tu parles, oui. oui. il y avait entre autres parmi les nommés Pierre-Luc Funk qui jouait le rôle de Maxime dans Genèse et Vincent Leclerc qui jouait le rôle de Jean-Claude dans La chute de l'Empire américain. Qui est encore disponible dans certaines salles au Québec. Ça Ouais, Exactement. mais c'est des films qui restent longtemps, hein. va bientôt faire un an. Ouais. Effectivement, As-tu effectivement. d'idée, Astérix, je pense qu'il a fini cette semaine. Ça. Wow. C'est quand qu'on a écrit Astérix? C'est genre en février? En février, ouais. Crème, on est rendu au mois de juin. C'est impressionnant. Mais c'est mérité, là, c'est un très bon film. là. Ouais. Oui, oui. J'enchaîne avec la révélation de l'année. La gagnante est Émilie Bière, oui, pour le rôle de Milia dans Une colonie. Ouais, c'est elle qu'il venait de dire. C'est exactement elle. Ouais, voilà. Et puis il y avait entre autres Marie-Pierre Morin qui jouait dans La chute de l'Empire Ouais, puis c'est son américain. premier rôle. Ah, t'es-tu bonne? Et Lévi Doré
aussi, qui est quelqu'un à surveiller dans les prochaines années, qui jouait dans La Chute de Sparte. Ah, ça aussi, on m'a dit que c'était à voir, ce film-là. Et C'était voilà. les prix principaux, je crois. Exactement, meilleure distribution de rôle, je vais enchaîner. Parce qu'il y a beaucoup de second Il y a prix, beaucoup de second prix. mais tous les faire, ça prendrait comme Je vais- 45 minutes, 1 heure. Exactement, je vais aller directement en bas parce qu'il y avait le rôle, la catégorie du film s'étant le plus illustré à l'étranger. Meilleur film documentaire revient à Chanter la Résistance. C'est le gagnant. Et là, je vais aller directement en bas. Voilà, et je vais remonter. Ça va nous Donc, surprendre. Je vais vous surprendre. En film s'étant le plus illustré à l'extérieur du Québec. Et, L'Empire? sans surprise, la chute de l'Empire américain qui s'illustre le plus... Ouais, il y a des bons retours en l'étranger. France, le film. Oui. Ben, tu sais, il fait partie d'une saga qui est très connue, fait que ça aide. Je vais finir avec le prix du public. Il y avait parmi les nommés La Bolduc, La chute de l'Empire américain, La disparition des Lucioles et La course des Tucs, qui est la suite de la guerre des Tucs. Je l'ai en pas vu, animé, lui non plus. que j'avais pas Je l'ai vu, pas mais vu, le gagnant est 1991. Je suis sûr que c'est mérité en plus. Voilà. C'est pas mal tout. Je vais finir là-dessus. Bref, avant de conclure ce segment, je veux juste mentionner qu'on est censé critiquer la chute de l'Empire américain dès qu'il sera disponible en Je DVD. l'ai promis. Ouais, tu nous l'as promis et On était censé aller le voir au cinéma, puis je sais pas pourquoi ça a pas donné. ça a été bad luck par bad luck, on a essayé comme 3 fois d'aller le voir, puis Parce qu'on sait qu'on a parlé de quoi, un seul film québécois sur genre 125 épisodes, ouais, puis c'est les affamés. qui était très très bon là. On était censé faire bon... tu fait bon comeback On up était censé le faire, puis finalement on a fait d'autres choses. Ah, t'as raison, il y a J'avais bon même comeback des up. miniatures de fête. Ça te donne une idée là. On va le faire demander bon comeback up, j'aimerais ça le critiquer. Ouais. Bref, c'est déjà tout, donc on va aller dans la zone non spoiler. Je rappelle cette semaine, on critique le film Holmes et Watson. Un grand chef d'œuvre. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non spoiler. Alors on est du côté non spoiler, et cette semaine on critique le film Holmes et Watson, réalisé par Ethan Cohen, qui a réalisé principalement Get Hard, qui était un autre film avec Will Ferrell, et Kevin Hart, qu'on avait critiqué il y a bien longtemps au podcast, qui était un de nos premiers épisodes, et qui était une Le comédie... 5e, exactement. Le 5e, voilà, qui était une comédie qui était quand même marquante. C'est pas la meilleure de Will Ferrell, je me rappelle, on Ça a l'avait... tellement marqué Go là. Mais Effectivement. c'est dans les débuts de... Je me rappelle même pas si je l'ai vu. C'est dans le début de la vague de Kevin Hart, là, il fait plein de films, au début il commençait à en faire, parce que à la base c'est un humoriste, là c'est rendu qu'il fait comme 2-3 films par année, mais à l'époque il faisait comme un film par année, genre, puis Get Hard c'est comme un de ses premiers gros qu'il faisait, et j'étais content de le voir, c'est comme ça, parce que j'aime bien Kevin Hart, je trouve qu'il a un bon humour, là, personnellement. Bref, Ethan Cohen a réalisé ce film, qui met en vedette, encore une fois, Will Ferrell, qui joue le fameux personnage Sherlock Holmes, qui était créé à la base par Sir Arthur Conan Doyle, Doyle Cohen, voilà, j'ai inversé les mots, qui est un personnage de la littérature très connu. Si vous connaissez pas Sherlock Holmes, sortez de votre caverne. On a John C. Reilly qui joue John Watson. C'est pas la première fois qu'ils font des films ensemble, ces deux acteurs-là. Ils ont fait entre autres ses demi-frères. Je le connais pas, mais je sais qu'il y a Step Brother. Ouais, c'était bon là, c'est ça, ouais. La balade de Ricky Bobby. Les frères de le traduire. Mais C'est puis... de... Ballad of... je suis sûr je pense qu'en anglais il n'y a même pas le même titre. Mais bref, ils ont fait au moins ces deux films-là. Je sais pas si on en fait d'autres ensemble, de mémoire, là, je veux de mémoire. Mais ils ont fait quand même ces deux films-là ensemble. Et c'est quand même deux bons films, moi je trouve honnêtement, de deux bons films comiques. Je sais que la bande de Ricky Bobby, c'est pas le meilleur de Will Ferrell non plus. Mais à l'époque, je l'avais bien aimé. Step Brother, je l'ai réécouté cette année, puis c'était encore très bon. Lui, c'est un des meilleurs. Ricky Bobby, j'ai jamais voulu réécouter ça. Ah ouais? Moi je l'ai écouté 2-3 fois à TV, là. Il jouait souvent à TV avant. Je l'ai écouté au moins 2-3 fois dans ma vie, peut-être 4 fois. Mais j'aime bien quand même le film. Bref, on a aussi Rebecca Hall qui joue Grace Hart, qui joue l'actrice principale du film. Et on a aussi dans le rôle du grand méchant de l'univers de Sherlock Holmes, qui est Moriarty, qui est la figure plus emblématique Puis c'est le casting le plus what the fuck qui est Ralph Fiennes, qui a accepté ça. qui est un grand acteur britannique qui fait beaucoup de gros projets. Il est dans James Bond, il est dans Harry Potter, il fait beaucoup de films autant anglais qu'américains. Écoute, tu devais être bien payé pour l'avoir fait là. Je comprends pas que cet acteur-là ait accepté un rôle là. Mais je sais qu'il fait des rôles très variés, entre autres il avait fait l'Hôtel Budapest, un film que j'ai beaucoup aimé. Ouais, mais... Puis là-dedans il fait un personnage assez loufoque, très comique, et ça m'avait beaucoup surpris, puis j'étais habitué de le voir dans des rôles sérieux. Et à ce que je sache, c'est un acteur qui aime ça varier ses rôles, donc peut-être c'est un défi pour lui de jouer ce rôle-là, ou peut-être un plaisir de jouer un personnage aussi emblématique de la littérature qui est Moriarty, que
que beaucoup d'acteurs l'ont joué à date au cinéma et dans les séries TV. Parce que Sherlock Holmes, c'est une mine d'or de possibilités. de possibilités. Oui. Actuellement, il y a eu 2 séries récentes, Elementary aux États-Unis et Sherlock, c'est BBC. Puis on a eu les 2 films Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Ce film-là fait beaucoup de références à ces 2 films-là. Ils ont annoncé un 3e Sherlock Holmes, je pense que c'est pour 2021. Encore une fois avec Robert Downey Jr. Que j'ai bien hâte de voir parce que c'est des films que j'avais bien aimé à l'époque. Bref, Sherlock Holmes, en ce moment, on est en pleine phase de ça. Et on a profité pour surfer sur la vague et faire une comédie autour de ça. Qui aurait pu être bien, là. La bande-annonce, je la trouvais quand j'ai vu la bande-annonce, je la trouvais quand même bien. Je trouvais qu'il y avait du sens à ce film-là. Puis dans le fond, là, le résultat final, on en reparlera, mais c'est pas le résultat qu'on s'y attendait. C'est produit par Columbia Pictures, c'est distribué par Sony Pictures. Côté critique, c'est assez violent, je dirais, je pense que c'est le mot à retenir. La critique professionnelle donne 24% pour Metacritic, et le public est à 27% pour Metacritic, ce qui est extrêmement bas. Je pense que c'est dans les plus bas de Wolf Hall, faudrait que je check, mais je suis pas mal dans les plus bas qu'il a fait. Rotten Tomato encore pire, 11%. Quand on arrive dans les proches du 10%, là, c'est un désastre, là, généralement. Donc, En bas de 30, c'est un désastre. des fois, il y a des, comme mettons The Room, qui je pense qu'il est genre à 22 ou 21, je pense, ou comme ça. C'est devenu un plaisir coupable avec le temps, parce que les gens... Ouais, c'est parce que le film est mauvais parce qu'il essaie d'être bon, c'est ce qui le rend encore plus mauvais, genre. Je vais aller voir combien qu'il y a, continue, je vais aller checker. Ouais, vas-y, je suis curieux. Il me semble que c'était genre 21 que j'avais vu, il me semble, je peux me pensais que c'était tromper. plus bas. Ou peut-être 12, peut-être j'inverse les chiffres. En tout cas, je suis dyslexique, c'est pas grave. Et le public, il donne 27%, ce qui est très similaire au reste des notes qu'on a donné. 26%. Ah, tu vois, j'étais pas si loin, c'est ça, je l'avais... Je suis comme surpris qu'il est aussi haut, genre. Je suis vraiment surpris. Ouais, ben, moi aussi quand même, même si beaucoup de gens le considèrent comme le pire film de l'histoire du cinéma, Y a-tu pire? ben, honnêtement, je me connais pas tant dans les films des années 50, 60, là. 70 même, je connais pas tant. 80 montage, je m'y connais, mais faudrait voir. Là. Mais j'avoue que ce film-là, il est dur à battre. Là. Il est dur à battre. D'ailleurs, faudrait que je l'écoute au complet pour au moins une fois. Ah, t'as jamais vu The Room au complet? J'ai écouté pas mal d'extraits sur YouTube par curiosité, mais je l'ai pas vu au complet. J'ai pas encore eu le courage, je pense. Je pense que je l'ai vu comme 7 fois. Ouais, mais c'était drôle, là, tu sais. C'est pas de vie. La première... Ouais, c'est parce que... À une autre époque où mes chums de gars puis moi on écoutait des films indépendants poches là, tu sais des films que écoute, c'est juste une idée des cadres un peu partout dans le film puis c'est des cuillères là. Ouais, The Room c'était un drôle de phénomène. Ouais, bref, donc c'est ça pour les notes. Vas-y avec le budget. Le film a coûté 42 millions, il en a rapporté 42 millions. Ce qui en fait un échec monumental parce qu'un film pour qu'il soit au minimum rentable, faut qu'il fasse 3 fois son budget. Parce que ça comprend pas la promotion, là. Fait que c'est un échec, Sony doit... Ils vont avoir la misère à faire confiance à Will Ferrell, puis ce réalisateur-là, on le verra plus. Il faut dire qu'en termes de les comédies, moi j'ai remarqué que dans les années, les comédies, c'est souvent dans le sens, ça passe ou ça passe pas. Ah ouais. Une comédie, ça peut être vraiment fatal. Si tu diriges pas correctement ta comédie, tout tombe à plat. Ça se plante, puis c'est comme récemment on avait parlé, on avait-tu critiqué, je pense que non, un meurtre chez les Mopettes. On l'a pas critiqué, mais... Hugo puis moi on avait parlé, ça aussi ils ont mal dirigé l'humour dans le film et ça apparaît, parce que la plupart des gars qui tombent à plat, il y a des moments de malaise, tout ça, fait que tu vois que la réalisation a mal été travaillée. Après il y avait un concept intéressant dans de ça, mais il y a quelques petits bons gars, mais tout le long tu sens qu'ils sont perdus en chemin. C'est un peu ce qui est arrivé ici, on viendra dans quelques instants, mais ouais. Donc, on va aller dans le côté critique. Oui. On va faire un tour d'horizon, je conseille toi, Hugo. Ben, le film, en tant que tel, est pas mauvais. Comme dirait Max, c'est un bon film à écouter un beau dimanche après-midi pluvieux. Si vous avez rien à faire et que vous vous tournez les pouces en vous demandant quoi faire, que vous avez rien à lire, rien d'autre à regarder, et vous êtes seul au monde dans un chalet en ne faisant rien. Et c'est le seul DVD dans votre collection. Exactement. C'est la seule affaire qui vous reste à faire, c'est regarder ce film-là. Allez-y. Mais sinon, si vous avez d'autres bons films, allez-y avec vos autres bons films. Good. Ce que tu voulais savoir. Merci, c'est une belle description. Longtemps, je suis pas venu. Je suis content, c'est une belle description, Hugo. C'est bon. Continue comme ça. Max, dis-le un mot, vas-y. Sors le premier mot qui te vient en tête. Ridicule?
Ah, ridicule, ok. C'est épouvantable comme film. C'est manqué de A à Z. C'est un ramassé de sketch incongru. Il n'y a rien qui marche. Les acteurs sont pas bons. L'histoire ne fait aucun sens. Même quand le film essaie de parodier les Sherlock Holmes qui ont été faits avant lui, il réussit même pas ça. Je comprends pas qu'est-ce que Ralph fait là-dedans. Le film n'a pas de structure. Le film fait semblant d'avoir un scénario. Il y a juste une prémisse pour faire des sketchs. Pour vrai, les blagues, c'est du ramassé qu'on a vu comme 1000 fois. C'est du plastique d'humour, c'est pas bon. Écoute, Will Ferrell là-dedans, en plus, il est en pilote automatique tout le long. Le film ne te surprend pas, il ose rien, puis c'est juste comme... Il y a même quelque chose qui m'a dérangé, il fait de l'humour politique en disant qu'à quel point que Trump est un idiot, mais à quel point que ce film-là ne tient pas assez... Comment tu peux critiquer de quoi politiquement quand tu n'as même pas de base toi-même, quand tu critiques la base de la présidence? Vois-tu où je vais en venir? Fait que tu sais, tant qu'à moi, c'est vraiment raté. L'humour est pas subtil. Il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas plusieurs niveaux d'humour. C'est une seule, c'est mauvais, c'est manqué, c'est un échec lamentable. C'est moi c'est pas le pire film. Après Island of the Lost, mettons là. Je te dirais que c'est un des J'avoue que c'est un de Will Ferrell. CP, c'est vrai, Island of the Lost. Je pense que j'ai pas ri une seule fois, puis c'est que c'est malaisant comme film. Il y a une scène où une fille se prend pour un chien ou un chat, je m'en rappelle Un plus. chat, me semble. C'est pas drôle là, je sais pas qui que ça fait rire dans le monde. Je pourrais même avoir fumé un joint avant d'avoir écouté ce film là, j'aurais pas eu de plaisir. C'est à éviter, écoutez, perdez pas votre temps avec ça là. Et sérieusement, il y a tellement de meilleures comédies que ça. C'est une des pires comédies que j'ai vues dans la dernière décennie. Point. Pour ma part, effectivement, c'est un film qui est assez désastreux en soi. Il n'y a pas grand chose à retenir de ce film-là. Pourtant, Will Ferrell, c'est un de mes acteurs comiques préférés, mais je dois dire qu'il y a du relâchement dans les années en termes de qualité. Même si récemment, il avait quand même fait Présentateur Valette 2, qui sont d'ailleurs grand bons films, je trouve. Dans ces derniers films qu'il a fait, on voit qu'il en perd beaucoup. Je sais pas si c'est l'âge ou qu'il commence ou qu'il est plus capable de se renouveler. Et ça arrive certains acteurs, puis dans ces moments-là, soit ils prennent une pause, soit ils essaient d'autres genres. Jim Carrey, j'en parle souvent, mais c'est un bon exemple. À un moment donné, il avait de la misère à se renouveler, il est parti dans d'autres genres de style, à un moment donné, il a pris une pause. Puis il est jamais revenu. Ben là, il essaie de revenir, mais ça avance en ralenti, son Sonic. affaire. Le Sonic pis quoi, c'était quoi l'autre avant là, qui a fait? Il Il y a- y a eu Dumb and Dumber 2. Il a fait un film d'horreur aussi, qui était un enquêteur, là. C'était sur Netflix, je pense. Là. Ah oui, Il y avait une c'est grosse barbe. Il y avait pas comme... bon. Oh, c'est pas bon, je n'ai parlé au show. Oui, t'en avais parlé au show, c'est vrai. Ah, c'est pas bon. Moi, je me rappelle, ça m'avait juste marqué parce qu'il avait une grosse barbe, puis je l'avais jamais vu avec une barbe avant. Ah, c'est film plate, là. Mon dieu. Elle pourrait écouter pas ces gars, même pas par curiosité. Bref, le film, les gags, pas de gags qu'on m'a appelé, il y a 2-3 gags que j'ai quand même souri. Surtout à la fin, j'en reviendrai, je vais pas spoiler, même si rien J'ai vraiment à spoiler. l'imitation de Mathieu qui sourit quand il voit un bon sketch. Voilà. Et mais dans l'ensemble, c'est très oubliable comme film. Le casting, c'est surprenant parce qu'il y a quand même des bons choix d'acteurs. Je vous dis, Will Ferrell à la base, il est bon, mais ces temps-ci, il fait pas de bons choix. John C. Reilly, jamais il fait des bons choix dans ses rôles. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Il fait autant de sérieux que du comique, puis ça, je trouve fort de lui. Parce qu'il fait autant des films d'action, de suspense, de drame, tout ça. C'est un film d'action. Ben, il a joué dans Gardien Galaxy. Pas tant de l'action. Ouais, mais quand même, si tu crois ce que je veux dire. Ok, Il a joué dans un des films qui l'a fait connaître, c'est un film de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Lequel? Je sais plus c'est quoi le nom, mais il me semble qu'il fait un soldat là-dedans. Tu vas voir sa filmographie, tu vas voir dans son top Je de sais que ses t'es films. fier de me le dire. Je sais, j'avais checké sa filmographie il y a pas longtemps, parce que c'est un acteur que j'ai pas vu beaucoup de films à lui. J'étais curieux de voir qu'est-ce qu'il avait fait. Et il s'est fait connaître pour un film de guerre, c'est pas une joke. Il est allé en comédie après, mais son premier style de film, c'est les films d'action. Ok, vu que là, le monde va être curieux, je vais aller chercher. Ouais, voilà. Bref, tout ça pour dire. Et aussi, Ralph Fiennes, c'est un acteur britannique que j'aime beaucoup. Et que j'ai été surpris là-dedans, de le voir là-dedans. Je m'attendais pas qu'il prenait un acteur aussi gros, tu sais, aussi grand, dans le sens que il fait des grosses productions. En ce moment, il est dans la franchise James Bond. Il a fait la franchise Harry Potter. Il fait plein de gros films. Puis là, on ramenait une petite comédie de même. Moi, d'après moi, c'était peut-être un défi, un challenge, un truc comme ça qu'il voulait faire. Récemment, vite, il faisait les frères Sister, puis il jouait un rôle sérieux là-dedans. Oui, c'est vrai aussi, ouais. Sister Brother ou quelque chose comme ça. Ouais, les frères comiques, là. Ouais, Bien sûr, on parle de John C. Reilly. Ouais, voilà. Sinon, pour Rebecca Hall, que j'ai déjà vu dans d'autres projets, elle passe un peu, comment je dirais ça, je dirais pas qu'il y a de la misogynie dans le film, mais les femmes sont montrées comme des objets. Hey, Chris. c'est juste des projets... Et je pense que c'est la langue qu'on le voit, parce que c'est un film à notre époque, ça peut pas se permettre d'être de ce style-là, mais la façon que c'est montré, je trouve que c'est quand même ambigu, mais ça reste quand même malaisant à certains moments, entre autres, comme tu dis, la scène du chat. Il a joué dans
Thin Red Line, la mince ligne rouge. Je pense que c'est ça je parlais. Mais il a joué dans Gang of New York de Martin Scorsese, puis dans Chicago aussi. Je l'oublie qu'il a joué là-dedans. je me rappelle pas qu'il jouait à Chicago. Moi, c'est le mari de la fille blonde qui tue l'autre. Ça, c'était précis! Ouais, hein? C'était fucking trop précis! C'est genre... Ouais, je l'ai vu souvent quand j'étais jeune, ce film-là, ma mère Écoute, je vais faire que je l'écoute, ça fait trop longtemps. Tu sais de quoi je parle? Ouais, je sais René Zellweger, genre, qui tue son mari, puis c'est lui qui a... Ouais, je me souviens de la scène où il le tue, là, mais je me rappelais pas que c'était lui qui était... Ben, c'est pas lui, je pense. Ben, lui, il y a des femmes. En tout cas, bref. Faut que j'écoute Chicago, mais tout ça pour dire que le film il est rempli de défauts. C'est hallucinant, c'est assez, comme je dis, c'est oubliable. On peut l'éviter, c'est un film à éviter. En moins vraiment qu'on est, comment je faisais ça, soit un fan inconditionnel de Will Ferrell ou on est curieux de voir toutes les versions qui existent de Sherlock Holmes. Car ici, l'auteur, même l'auteur de cette œuvre-là, je pense que retournerait dans sa tombe, c'est vrai ça. Pour vrai, c'est juste comme une bonne démanquée, hein. Le seul bon rôle, je pense, dans ce film-là, c'est le petit Sherlock Holmes. C'est l'enfant, là, au début, qui fait Sherlock. Parce qu'au début, il y a un flashback, on voit la jeunesse de Sherlock Holmes. Je m'en rappelle même pas. Ben, ça se peut que t'aies manqué le bout, je sais pas, là, mais... C'est au début du film? Ouais. Du film. Ouais. Sa mère l'envoie à l'école. Il apprend qu'au début c'est un midi, puis on est il a dit tu savais de ses capacités pour virer tout le monde de l'école, fait qu'il s'est retrouvé le seul étudiant, fait qu'il a pu se focusser et apprendre toutes les connaissances. Puis il a grandi. Comment je fais? Je m'en rappelle pas. Je sais pas. Peut-être la version que j'ai écoutée, il l'avait pas cette scène-là, c'était peut-être un bonus. Ou peut-être c'est J'ai moi. manqué un bout de film avec toi. Est-ce que t'as vu la scène où que John Watson essaie de se suicider? Ouais. Non, je parle à lui, je parle à Hugo là. Non, C'est ça je pensais. Il existe deux versions de ce film-là. Parce que j'ai vu les deux versions. J'ai vu la version avec Isma qui John Watson essaie de se suicider sur une courge, qui est un très bon gag d'ailleurs. Et la version que j'ai vue avec Hugo, c'est une version qu'on voit le flash, la jeunesse de Sherlock Holmes. Il existe deux versions de ce film-là, mes amis. Je viens de le découvrir. Ah, le découvrir. Ok, parce que bon, vrai, je cherchais, j'étais comme, je Je sais pas si c'est parce que c'est une version française québécoise ou on décide de l'adapter, je sais pas. Mais il existe deux versions. On peut le confirmer ici présent. Je sais pas pourquoi. Mais oui. Je sais pas si j'avais manqué la scène où tu... En tout cas, il y a une scène où Watson essaie de se suicider, puis c'est là qu'il découvre Sherlock Holmes. Ouais, il se pitch dans une grosse courge, là. Ouais, qui a passé à Sherlock Holmes, mais vraiment une grosse courge. Ah, évitez-la, vous m'avez dit de pas sauter dessus. Bref, tout ça pour dire qu'on va aller dans la zone spoiler pour en parler en détail. Je sais même pas ce qu'on va spoiler. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller dans une zone spoiler? Ben oui, on n'a pas le choix, Hugo. Question de respect. C'est la pour les gens. règle. Ouais, vas-y. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Nous sommes du côté spoiler, même si, comme on disait tantôt, il n'y a pas de temps à spoiler parce que c'est un film oubliable. Fait qu'on va faire ça vite. Juste mention, on a vérifié, effectivement, on a confirmé entre nous trois, il y a deux versions de ce film-là. Pourquoi, si vous le savez, dites-le nous. On pense que c'est peut-être parce qu'il y a une version de directeur cut ou un truc comme ça qui existe de ce film-là. Mais effectivement, il y a une intro où on voit Watson qui se suicide, qui veut se suicider, excusez-moi, je vais me corriger. Moi j'ai vu ça. Et il tombe sur la courge géante de Sherlock Holmes, c'est comme ça que leur amitié se crée. Et la version que j'ai vue par après avec Hugo, on voit la jeunesse de Sherlock Holmes qui est un enfant humilié, qui décide de savoir ses capacités. Ben, c'est sa mère l'envoie à l'école, et en envoyant à l'école, ils font faire « Ah, c'est le petit nouveau », puis il y a une tortue. Il se promène avec une tortue. Oui, c'est vrai. Et il l'humilie constamment tous les jours, puis à un moment donné, il tombe amoureux d'une petite fille de son année, et ils disent « Ah, elle t'aime bien, elle voudrait t'embrasser ». Et ils font le coup de on va mettre ton bandeau et ils embrassent le cul d'un cheval. D'un âne. Un âne, excuse-moi. D'un âne. Fait qu'ils font ce mauvais coup-là. Et il se met à pleurer, puis il fait il va pleurer, il va aller voir sa mère. Mais il est comme c'est à ce moment-là qu'il a repris sa larme. Ouais, il rentre la larme dans son œil. Il rentre la larme dans son œil. Et puis il découvre ses talents de détective. Là, il fait comme toi, tu sens l'alcool, ouais. Tu ne mériterais pas d'être à l'école. Là on va renvoyer. Il fait renvoyer tout le monde de l'école, tout le monde de l'école, et il se retrouve à être tout seul, même tout seul j'allais dire avec Watson, mais même Watson finalement il se fait renvoyer de l'école. Ouais, c'est je te dis, il y a comme deux versions là. Ça me dit fuck all là. Il est tout seul à étudier dans cette école-là, super renommée. Parce que pour mettre en contexte, on va avec la version que Max a vue, voilà. Qui est une scène d'un fond qui est quand même, moi j'ai trouvé quand même le gag est quand même particulier, même si c'est un peu long. On a Watson qui est sur un toit d'une bâtisse à Londres, et c'est un médecin qui revient de guerre, parce que c'est le personnage de Watson à base, et il a envie de se suicider. Et là, il joue plus aucun but, puis là, il arrive pour se suicider, puis il voit en bas
Sherlock Holmes qui est en train de cultiver une courge géante, mais littéralement elle est plus grande que lui, là. C'est genre elle est boostée aux hormones. Puis là, il le voit, puis Sherlock Holmes il fait juste comme sauter à côté. Je sais que tu m'as niaisé, mais il fait comme sauter à côté, puis Watson... arrête. Puis t'as juste Watson qui comprend, tu veux que je vive, tu veux que je survive, ok c'est bon, on m'a sauté sa courge. Puis comme il arrive pas à se comprendre, finalement il saute, puis il pense que c'est grâce à Charlotte qui est en vie, puis qu'il décide de dédier sa vie à Sherlock Holmes, vu qu'il lui a sauvé la vie. C'est la scène d'introduction que tu as vue. Que j'ai vu, voilà. Qui est très longue. Elle est très longue quand même, elle dure au moins 10 minutes je pense. Puis ils ont tué la reine, ils me mettent dans un coffre, puis finalement elle était pas morte. Ouais, il y a une scène, la gag autour de la reine, parce qu'il y a la reine Victoria qui est dans le film, parce que c'est à l'époque victorienne, qui était à l'époque originale de Sherlock Holmes. Et effectivement, on a une gag avec la reine. Il y a une bonne scène, une grosse scène autour de ce personnage-là, on va en parler. Dans le fond, ils veulent prendre un selfie avec elle, avec une vieille appareil photo de l'époque. Deux appareils photo. Tu sais, c'est pas pire. Il y a quand même des trucs actuels qu'ils ont mis dans... il y a des, comment on appelle ça, des anachronismes voulus dans ce film-là, ce qui fait quand même que le film est comique, il est drôle, mais ça amène des situations comiques qui sont comme de trop. Ben, comme Max disait au début... Le selfie, comme on disait. Comme Max disait au début, c'est une succession de sketchs dans un contexte d'un film. Et effectivement, surtout au début, parce que, à part l'intro qu'on a parlé, le film commence sur un tribunal où que Moriarty est jugé. Oui. Et en parallèle, on suit Watson et Sherlock qui se préparent dans leur maison pour aller au tribunal. Et t'en as au moins pour un autre 15-20 minutes de sketchs consécutifs sur des relations amoureuses, absurdes, sur des relations amoureuses, sur tuer une mouche, sur des chapeaux. C'est le traitement de la femme aussi. C'est le traitement de la femme, ouais. La femme de ménage qui est une salope parce qu'elle couche avec des hommes. Ouais, qui est Madame Hudson, qui est la gouvernante de la place. Tu sais, je veux dire, tabarnak. Les abeilles tueuses d'hommes. Ouais, les abeilles tueuses d'hommes. Avec la mouche, avec un poison qui peut faire une pandémie. Le gars qui rit de Sherlock Holmes de Downey Jr., là, qui va comme au ralenti puis qui calcule ses coups. Ouais. C'était tellement prévisible qu'il manquerait que ça serait ça le gag. Ça sentait quand même arriver, effectivement, je suis d'accord. Il y a personne qui a fait comme « Oh, ils ont osé !» Le pire, c'est qu'il réutilise à peu près, je pense, 4 fois dans le film, ce gag-là. Oui, mais à la fin, c'est même plus drôle, là. Puis à la fin, c'est même Watson qui le fait. Ouais. Ah oui, mais c'est juste beaucoup trop détaillé. Il est pas capable de calculer les angles pis tout. Mais non, puis c'est... En même temps, je sens que c'est comme un hommage au film qu'on parlait tantôt de... Parce qu'il y a déjà eu 2 films de Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Puis le concept qu'il avait emmené entre autres, c'est que Sherlock Holmes était quand même capable de calculer les actions. Fait qu'il y avait un ralenti. Mais ça aurait été... Un bon gag, ça aurait été utilisé une fois. Une fois, ou à la limite, une fois au début, une fois à la fin, mais... Faire un clin d'œil, ça aurait été pas pire, mais là, c'est juste à la fin, c'est de la surutilisation de la même joke. Tu sais, quand t'as pas de scénario, là, c'est ça, là. Ça en est la preuve. Puis je trouve que... En tout cas, j'ai... Ben, le scénario de base est très absurde. On a déjà mentionné plusieurs éléments, mais comme on dit, ça commence sur un tribunal. Et tout le monde a hâte parce qu'ils vont enfin juger Moriarty. T'as juste Sherlock Holmes qui arrive avec Watson. Watson, c'est partout, évidemment, parce que c'est lui qui sait que ça avait des guns. Puis Sherlock Holmes, la première chose qu'il dit, c'est que c'est pas le vrai, puis il faut le libérer. Genre, tout le monde fait comme, ben non, c'est lui, là, c'est Moriarty. Puis il fait comme, non, c'est un imposteur. Puis genre, tout le monde fait, ok, ben si Sherlock Holmes le dit, c'est que c'est vrai, parce que Sherlock Holmes a toujours raison. Fait que genre, il libère, puis ça crée comme une chasse à l'homme absurde. Mais ça, c'est le but. Qui se promènent un peu partout, qui ajoute une succession de sketchs, entre autres qui ajoute les personnages américains joués entre autres par Rebecca Hall, puis l'autre actrice qui fait genre une femme qui sait pas parler mais qui est un chat. D'ailleurs, son premier mot c'est en chanson. Ouais, parce qu'il y a une scène qui chante, c'est vrai. Et il y a une chaîne, ça devient une comédie musicale, pis t'es comme, what the fuck, d'où est-ce que ça sort? Puis les premiers mots de la femme chat, c'est elle chante. Elle fait, ah mais oui, je parle. Puis le gag que Sherlock Holmes a de la misère à regarder les cadavres, puis qui vomit pendant 3 minutes. On le sait là que t'es tombé malade. C'était pas drôle, là. Tu sais, puis qui dit, ah oui, la fois d'avant t'as été malade, bah, parce que j'ai mangé des huîtres qui étaient pas bonnes. Parfait, puis l'autre fois d'avant, c'était du poulet. Il sort une liste d'excuses fucking longue. Une liste d'excuses. Là t'es comme, ok fine, 1 fois, 2 fois c'est correct, mais va pas me dire jusqu'à 5 fois c'est quoi tes excuses. Ça rallonge le film inutilement. Ben, comme je disais au début, il y a beaucoup de sketchs. Entre autres, il y a un sketch sur les chapeaux. Parce qu'il essaie comme à peu près comme 6-7 chapeaux. C'est beaucoup trop long. Puis il fait des gags, entre autres, c'est le premier gag qu'on voit sur Donald Trump, il se fait là. Parce qu'il met un chapeau turban. Ouais. C'est Clint Meg England Great Again.
Puis t'es comme sacrément, puis il essaie comme un paquet de chapeaux, puis il y en a beaucoup c'est anachronistes entre autres, mais c'est un sketch qui est quand même long, puis pour parenthèse sur Donald Trump, il fait à peu près 3-4 gags sur Donald Trump durant le film. Puis c'est souvent quand il parle des États-Unis, à chaque fois qu'il parle des États-Unis, il fait un gag sur Donald Trump. Puis il dit, tu sais, c'est... À un moment donné, la Rebecca Hall qui joue comme une médecin, puis aussi, on reviendra sur elle, mais elle dit, mais non, les États-Unis, ça met un place, il y a la démocratie. Il dit, oui, c'est vrai, tout le monde peut être... tu sais, on peut élu la meilleure personne. C'est pas comme si un riche, imbu de lui-même, hypocrite, peut être élu grâce au pouvoir et l'argent, tu sais. Il répète ça comme 3-4 fois dans le film, puis à un moment donné, tu sais, on l'a compris, tu fais une joke sur Donald Trump. C'est mal amené. C'est pas subtil, il y a pas un deuxième, tu sais, y a pas un deuxième degré, genre c'est comme super comme facile. Parce que regarde, on parle de lui là. Il y a pas un travail d'écriture en arrière, là. C'est juste on pointe quelqu'un puis on le blast. Mais tu sais, je veux dire genre être Trump puis voir mettons ce joke là, je sais pas si c'est arrivé. Mais lui, tu fais wow, ok, mais c'est un marde ce film là, qu'est-ce que tu veux, ça me passe, t'sais. Non, effectivement, puis on parlait tantôt du problème des personnages féminins dans le film. Il y a on va dire, il y a comme, il y a 3 personnages féminins dans le film. T'as les 2 américaines, puis t'as Hudson, puis dans les 3 cas... C'est des femmes objets. Ouais, c'est ça, c'est mon Ou truc. la reine est juste niaiseuse. Ouais, la reine, je la mets comme un peu à part, parce que c'est comme une caricature de la monarchie, là. Qu'on a vu 1000 fois, là. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est très hautaine, puis genre toute la patente. Mais pour les 3 personnages, c'est comme tu sais, c'est des femmes personnes objets, puis surtout le personnage de Rebecca Hall qui joue un médecin, puis il arrête pas de répéter dès le moment qu'il avoue qu'il est un médecin, puis ils font comme ah une femme médecin, mais quelle époque, genre ah une femme médecin ça se peut pas. Y a-tu un médecin dans la salle? Ben je suis médecin. Non mais est-ce qu'il y a un médecin dans la salle, tu sais? Ça aurait pu être drôle, mais c'est vraiment pas amené comme il faut, là. C'est super maladroit, là. Non, c'est très Ça maladroit. aurait peut-être été drôle il y a 19 ans, 10 à 20 ans, mais plus de nos jours. C'est des gars qu'on voit plus vraiment maintenant. Ben moi ça me... Écoute, je veux pas faire ma sainte ni touche, mais moi ça me dérange, on est comme rendu ailleurs, là. Tu sais, je te disais qu'Austin Powers, je l'ai trouvé bon le film, mais je savais que c'était un film qui était sorti en 97. Puis j'étais comme, ok, on a évolué là en 22 ans, là on va laisser une chance, là. Mais Chris, aujourd'hui, moi, faire des jokes sur le fait qu'une femme c'est juste un vagin, c'est plus drôle, là. Ça aurait jamais dû l'être, là, mais c'est... On est rendu ailleurs. Surtout un film sorti en quoi, en décembre 2018? C'est sorti à Noël, Chris. Je veux dire, on peut-tu faire autre chose comme blague? Je pense qu'on est capable d'amener ailleurs. Puis, tu sais, un film de même, tu peux faire de l'humour quand même intelligent. Il y a moyen de faire des jokes avec des vrais sous-entendus. Tu sais, il y a des critiques politiques. Ça aurait pu être super bien amené, mais si tu le fais subtil pour qu'on le comprenne le second degré, on va apprécier le gag. Mais là, tout est... Pour vrai, là, si c'est un cas d'école, faut pas reposer des films comme ça, là. Non, vraiment pas, puis il y a tous les défaux, là, je disais, on parle beaucoup d'éléments, mais on s'enligne tranquillement vers la fin, Ouais, déjà. mais le scénario, juste pas de sens, je disais, tu sais, j'accepte que c'est une comédie, je sais que c'est une parodie, mais à un moment donné, je me suis dit, le scénario va se ressaisir, tu sais, à un moment donné, pour qu'il y ait quelque chose. Une conductrice, du moins. Ouais, c'est ça, puis à un moment donné, vers la fin du film, il y a une twist, puis j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de sens, c'est qu'il accuse Watson d'être le coupable. Ouais, oui, puis c'est comme là qui se passe, tu sais, comme toute comédie classique, Ouais. là, il y a comme un moment de down, puis de tristesse, puis le personnage qui se sépare, mais ça fait pas de sens. Tu sais, je sais que ça se veut comme une joke, mais c'est pas drôle en plus. T'es comme... Ça crée un malaise, genre, c'est comme... C'est juste malaisant, puis c'est pas malaisant dans le bon sens du terme. Tu sais, t'es pas comme oh fuck, oh. Non, c'est juste comme ok. Puis là, c'est là qu'en plus le film s'étire, puis s'étire, puis s'étire. Ouais, parce que là, chaque fois, il a une quête d'initiative, là, il cherche qui il est, pis tout, pis il y a une longueur là aussi, puis je veux dire, j'ai trouvé que ça avait pas de sens comme tu dis, parce que Watson c'est comme, c'est comme son partenaire, et je veux dire, ça a juste pas de sens. Puis on arrive tranquillement, on arrive à la fin avec... Vas-y. Le Titanic. Ça, je l'ai trouvé. La seule partie vraiment drôle, c'est je suis d'accord. Le Titanic. Tu fais comme, ah, mais ils vont sur le Titanic. Puis là, ça vient comme, dans ma tête, ça vient expliquer des choses qui auraient pu expliquer le pourquoi le Titanic a finalement coulé. Parce que, selon l'histoire du Titanic, il y aurait eu une explosion ou un feu avant que le Titanic parte à l'eau. Ouais. Fait que ça aurait pu expliquer pourquoi le Titanic, au final, il a coulé une explosion qui a été contenue, mais qui a peut-être eu lieu à l'extérieur. Finalement, non, c'est oui, il y a une bombe dans quelque part, puis ils réussissent à le faire sortir, puis
il faut mettre en contexte aussi que dans le fond, on apprend qu'il y a vraiment Moriarty, il est vraiment plus là, il est parti aux États-Unis. Puis c'est dans le fond, c'est sa fille qui fait le plan machiavélique depuis le début, qui était Hudson, et qui finalement la fille de Moriarty, qui a décidé de faire exploser le Titanic pour montrer son père, qui est aussi grand qu'elle en termes de méchant. Oui. Et j'ai trouvé quelques gags, c'est là que j'ai souhaité quelques moments, parce que surtout à la fin, on viendra après sa scène d'action, mais surtout à la fin quand Will Ferrell fait comme un discours pour montrer que c'est pas juste lui le héros, c'est aussi Watson, puis il répète comme 2-3 fois en disant à chaque fois qu'on va penser au Titanic, on va penser à John Watson. John Watson est toujours associé au Titanic. Rappelez-vous de ce jour comme le jour où que John Watson est associé au Titanic. J'ai pas pu m'empêcher de sourire sur Châtelet parce que tu sais que le Titanic va couler après. C'est comme... C'est méchant pour le personnage de Watson parce qu'il est maltraité tout le long, il se bat. Il s'en sort pas gagnant. On a skippé un bout de moment donné, Sherlock Holmes il est vraiment cruel avec parce qu'à un moment donné il décide de l'empoisonner pour tester sa théorie. Ouais. Il est en train de crever à terre. Ah, c'est pas au début? Proche du début, un peu après le tribunal, il revient chez eux puis il teste un poison. Puis genre il est en train de crever à terre. Puis, puis à un moment donné il devient un autre sketch. Puis je veux dire, c'est censé être humoristique, mais c'est malaisant parce qu'il est comme vraiment cruel. Je veux dire, il maltraite tout le long. C'est comme le punching bag de Sherlock Holmes. Je pense que c'est le but de la blague, mais parce qu'il l'étire beaucoup là. Tu sais, dans les films d'habitude, dans l'univers de Sherlock Holmes, son partenaire sont égaux, même si Sherlock Holmes il a comme des capacités de plus, mais je veux dire, il s'entraide tout ça là-dedans. En fait, un des problèmes du film, c'est qu'il respecte pas ses personnages. Ouais, c'est ça. Il va comme... Tu sais, c'est correct de réinventer un personnage, mais là, tu le réinventes pas, tu l'humilies, ça se dit-tu, vu que c'est fictionnel? C'est une parodie, c'est une parodie, mais c'est comme... Une caricature, ouais. Ouais, c'est plus une parodie, vu que... Je sais pas, man. C'est spécial, c'est spécial. C'est ambigu, là, mais... Tout ça pour dire que la scène finale se passe au Titanic, où que, dans le fond, on a encore une fois au gag où il utilise ses capacités à la Sherlock Holmes comme dans les anciens films, mais il n'y arrive pas parce qu'il est amoureux. Fait que c'est Watson qui essaie, puis il n'y arrive pas lui non plus, donc il fonce. C'est une scène de broche à foin où puis qui pousse tout le monde. Qui est mal réalisé en plus. Qui est un peu chaotique. Puis ça finit avec une twist où qu'on voit Moriarty qui est aux États-Unis, genre au Texas. Ah oui, la scène finale. Puis ils sont comme tous des cowboys, puis t'as juste Watson puis Sherlock Holmes qui lèvent leur chapeau. Il envoie un message par un jeune garçon. Nous savons où tu es. Et là, ils regardent dans l'assistance, puis ils font comme... Ils voient Watson et Sherlock. Puis ils sont comme... Puis t'as un effet que tu vois plus depuis genre le début des années 2000, c'est que t'es voix, puis il y a comme deux personnes qui passent devant eux, qui ont disparu. C'est comme la fameuse effet de disparition d'un personnage dans une foule. Comme dans John Wick 3, genre. John Wick 3? Ouais, dans la gare. Ah oui, c'est ça exactement. C'est des choses qu'on... Ils s'en servent moins qu'avant parce qu'il y avait de l'abus dans les films des années 2000. T'avais comme un gars qui avançait dans une foule puis disparaissait. Ouais, je pense que Matrix aussi le faisait. Matrix le faisait beaucoup aussi. Puis c'est quelque chose qui... ça fitait, là. Ouais, mais souvent ça fitait pas puis c'était comme pas réaliste. Tu faisais juste filmer un gars puis... Ouais. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas te téléporter même si t'as une foule. Mais bref, là-dedans, c'est ça. Ils font ce sketch-là. Puis bref. Tout ça pour dire que c'est le film de Holmes et Watson. Les grandes lignes. Ce qui marche pas, ce qu'on n'a pas aimé, ce qui est fuckant. Bref. C'est la paire d'adaptation, ce qu'on peut faire de Sherlock Holmes. Même si à la base, l'idée est intéressante. Moi, j'avais été séduit par bande-annonce, je le répète. Mais le produit final... Il était respectueux à la licence. Ouais. Tu m'enlèves les mots de la bouche, voilà, Max. Donc, on va faire un tour d'horizon de nos notes. Je vais aller avec Max en premier. Écoute, t'as pas grand-chose à faire. Un film à oublier. C'est un des moins bons de Will Ferrell. C'est manqué d'un bout à l'autre. Il n'y a rien pratiquement à sauver dans ce film-là. Peut-être 1.5 pour l'effort. 1.5 pour l'effort. C'est bien. Hugo? Comme dit Max, pour l'effort, un 1 sur 5. Un 1 sur 5. C'est le minimum, hein, tu le sais. On peut pas donner 0.5? Non, c'est le minimum 1. 1. Fait que 1. Ah ouais, ok. Ah. Ouais. Okay. 20%, c'est ça que ça vaut. Ok. Je vais un peu dans la même lignée. Moi, j'ai donné 1.5. J'aurais donné 1 à la base. Mais je dois dire que j'ai quand même apprécié. C'est ta note la plus basse, je pense. 1.5, je pense que oui. Cloverfield Paradox, as-tu donné moins? Cloverfield Paradox, j'avais donné 2, il me semble. Je me souviens pas. Mais il me semble que c'est mon plus. C'est quand même pas aussi pire que ce film-là. Non, voilà, mais voyons. Ça, à la base, je voulais donner 1, mais je dois dire que la fin de la Titanic, je sais pas, ça m'a fait sourire. Donc j'ai donné 1.5 pour cet effet-là. Mais dans l'ensemble, c'est un film à oublier. C'est de loin un des pires de Will Ferrell ever. Je ne considère pas que les autres acteurs sont problématiques là-dedans nécessairement. C'est plus Will Ferrell qui est comme là 99% du temps. Scène, qui est en mode automatique, et les gars tombent à plat, puis... En tout cas, le film rempli de défauts, vous le savez.
Ça pour dire que c'est la fin de l'épisode. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre le podcast partout. Sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Balado Québec, sur RZO, sur Canal Cinéma, sur la radio du 109 CHI les samedis soirs, sur Spotify, sur Google Play aussi. Vous pouvez nous voir. On est rendu pas mal partout. Il ne manque pas vraiment de plateforme à ce que je cherche à l'heure actuelle. Quoi qu'il y en a tout le temps qui se rajoute. S'il y en a qui on n'est iTunes pas dessus, ou tu nous iTunes le- Podcast. iTunes, on est dessus aussi. Vous êtes dessus? J'ai oublié de le dire. J'ai pas entendu, mais... Ah ben ça se peut que j'oublie de dire iTunes, je vais le corriger le titre, mais Il est effectivement. pas dans la liste. Petite parenthèse, iTunes va disparaître. Je sais pas si vous êtes au courant. iTunes Music, ouais. Après, ça va être remplacé par Apple Music. Il va y avoir Apple Music, Apple Movie, puis Apple Podcast. Ouais. Il va y avoir 3 plateformes. Fait qu'éventuellement, vous allez être sur Apple Podcast. Voilà, c'est ça. Bon, on est déjà dessus. Ben c'est parce que par iTunes, tu peux avoir accès au podcast aussi. Fait que là, Ouais, c'est ça. c'est un multi-plateforme avant. On est déjà sur ce podcast. Ouais. Je te confirme, je l'ai C'est utilisé. juste j'ai vu la nouvelle hier ou un matin, je suis plus sûr. Parce que Ouais, puis c'est déjà fermé, je pense. C'est fermé aujourd'hui. j'ai pas vu quand il a fermé, mais c'est une grosse nouvelle, là, ça fait beaucoup jaser. Ouais, j'avais acheté quelque chose quand même pour 100 pièces de musique mettons en genre 7-8 ans. Là. Ouais. Mais ça me dérange pas tant. Ben, est-ce que j'ai compris, tu perds pas ton stock, c'est juste... Non, c'est ça, je peux aller le rechercher sur Apple Music, je peux le downloader gratuitement. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que ça change rien. Là. Ben, je trouve ça ironique parce qu'il sort dans un nouveau iPod, mais qu'il faut fonctionner seulement avec Apple Music qui est l'abonnement. Fait que si tu veux écouter de la musique sur ton nouveau iPod, t'es obligé de t'abonner à un service. C'est weird. Ah, ils font ce qu'ils veulent. Ça pour dire que c'est déjà tout. Puis suivez-moi, Mathieu Belprévost sur Facebook et sur mon autre page de Matt Bellec 2.0 qui je fais d'autres projets là-dessus. Je parle récemment beaucoup de mes lectures BD, j'en ai lu beaucoup. J'ai acheté genre 8 BD en 2 semaines. J'étais vraiment intense, mais j'étais en retard dans mes lectures. J'ai essayé de rattraper le coup. Puis même là, j'en ai 2 en attente à ma boutique. Mais j'attends parce que ça commence à coûter cher. Mais bref, vous pouvez me voir là-dessus. Je fais des vidéos assez régulièrement. Je vais en sortir une cette semaine d'ailleurs. Hugo Facebook, vous pouvez le suivre là, Hugo Maze. Oui. Et Max Taillon, Facebook et Twitter comme d'habitude. Et Tinder et Badoo aussi, accessoirement. Donc, Facebook rencontre. rencontre, merci, j'ai oublié. Manquez-moi, mesdames. Voilà, donc c'est déjà tout. On vous dit à la prochaine. Et le prochain film devrait être Aladdin si tout va bien dans nos calendriers. Donc, ciao, bye!